Vincent Gautret, je suis prof ici à la fac de droit. Et puis j'ai le plaisir aujourd'hui de commencer un cycle de conférences qu'on a lancé avec mon collègue Michael Sinatra, qui est prof ici à l'Université de Montréal en littérature comparée, littérature anglaise, pardon, et qui est directeur du centre de recherche interuniversitaire sur les numériques. J'ai un petit peu de mal avec l'acronyme. Le CLEAN. Je ne se prononce pas, mais c'est un recrutement stratégique, comme le CRDP d'ailleurs. Et on lance un cycle de conférences sur les approches critiques en lien avec le numérique. Il y a la formation continue pour les recherches. On doit avouer qu'on a eu un petit peu de mal au départ parce que les gens qui évaluent ça, c'est quoi les liens avec le droit? Et en fait, je suis sûr que dans les questions des lois en mandat, mais assurément, c'est le livre de Marcello que j'ai avec moi ici sous les yeux. Marcello Vitali Rosati est un merveilleux en fait lancer de ballon dans 4 activités que nous allons faire avec le train sur les approches critiques en lien avec le numérique. C'est un merveilleux lancer, puis je dois avouer que je l'ai découvert ce livre un peu par hasard. C'était sur Facebook ou sur LinkedIn, j'aurais peut-être su, mais un peu par hasard parce que c'est une invitation. Il y a un podcast de Xavier Delaporte, qui est un gars que je trouve formidable. Formation de l'ENS. Il y a un grand spécialiste du numérique et qui organise depuis très longtemps, parce qu'avant il était sur France Culture. C'est un podcast sur France Inter en France et j'habite à Saint-Hyacinthe, j'ai 1 heure de route et je prévois au départ qu'est-ce que je vois. Marcello, que je connais depuis quand même assez longtemps. J'avais jamais rien lu de lui, et là je vois Éloge du bug, approche critique du numérique. Approche critique, j'avais aucun doute qu'il l'a instrumentalisé dans ses travaux, mais là il a vraiment fait un livre où l'approche critique ne peut pas être cachée, ne peut pas être dissimulée. Et c'est encore une fois la formule que validé avec Michael, c'est que il y a toujours un premier intervenant. Diens, qui est professeur à McGill, et qui va en 15-20 minutes faire une réponse un peu spontanée. Normalement, on essaie justement qu'il n'y ait pas trop de communication, pas de temps. Mais qu'une personne arrive avec son angle à lui et propose justement un point de vue critique et l'approche critique. Ce qui devrait nous laisser, encore une fois, l'activité de 2 heures, pas mal de temps pour échanger avec les 50aine de personnes en ligne et les 25 personnes ici en présence. Alors, juste pour des petites infos, puis je vais laisser la parole sinon. La prochaine activité, c'est le 24, je pense que Nour, ça n'a pas encore été annoncé, mais c'est le 24 février, c'est Approche féministe du numérique. Alors ça va être 2 profs de droit, mais Evelyne Jean-Bouchard, qui est prof à l'université de Sherbrooke, qui a fait un postdoc avec une approche très sociologique, va nous présenter, va jouer le rôle de Marcello avec une présentation sur comment le numérique est souvent vu dans le haut lieu de comportement masculin, et la répondante, en l'occurrence, ce sera la professeure Cathy Renard, qui est prof à l'université de Mayotte, en droit aussi, et qui s'intéresse justement aux approches féministes et aux technologies en général. Il y aura ensuite 2 autres activités qui sont prévues. Alors les dates ne sont pas encore prévues. Une, c'est sur les approches décoloniales du numérique.
je me permets là-dessus en fait, de dire qu'avec plusieurs chercheurs, Sherbrooke et UO, on travaille justement sur ces aspects-là, parce qu'on a savoir exactement sur cette thématique-là. Et il y aura une autre activité au mois d'avril, à une date je pense le 7 avril, qui est déjà fixée sur un grand juriste. En fait, Jacques Ellul, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un juriste d'après-guerre, qui était un prof d'histoire du droit, et puis qui a viré sa cutie, si je puis dire, dans toute l'après-guerre, et qui a fait notamment 3 grands livres sur la technique dans un sens très globalisant. Et ce sera, en fait, on cherchait quelqu'un et puis on n'a pas trouvé, et où la personne ne pouvait pas. Et donc c'est moi qui vais faire cette présentation-là. Et je pense que c'est. Il y a un collègue Matteo Trelani de l'université de Nice Côte d'Azur qui va le faire le répondant donc je pense que c'est 7 avril. 7 avril, oui. Si je me souviens bien. Alors voilà notre petit cycle. Qui aurait pu avoir encore bien d'autres approches critiques, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Alors, éloge du bug, encore une fois, une invitation à lire, une invitation à écouter sur le podcast qui est toujours disponible. Je l'avais sous les yeux sur mon ordinateur tout à l'heure, et la parole est à Marcello pour encore une fois 45 minutes. Merci beaucoup Vincent, merci beaucoup Michael de l'organisation de cette séance. Donc, je vais essayer, merci beaucoup. Nous avons toutes et tous rêvé de trouver la langue. Bon, là, je vous donne une image très connue de cet Aladdin Disney. En réalité, l'Aladdin des Galants de Mille et une Nuits, il n'est pas futé comme l'Aladdin des Disney. C'est pas un personnage positif, hein, c'est un personnage plutôt négatif. Les Galants, c'est un jeune garçon pas très intelligent et qui n'a pas envie de travailler. C'est le désespoir de son père qui meurt. Il a un enfant qui ne travaille pas. Donc, en fait, il n'est pas très intelligent, notre Aladdin. Et en fait, là, l'idée, c'est je trouve la lampe, et puis la lampe, elle promet, le génie qui sort de la lampe, il promet de réaliser tous mes rêves. Donc, voilà. Et dans les cas de l'Aladdin de Disney, il faut au moins bien les exprimer, les rêves, parce qu'on a droit qu'à 3. Dans les 1000 et une nuits, il n'y a pas de limite. Donc, il faut même pas trop réfléchir. Hein. Donc, on laisse au génie, puis Aladdin dit ce qui lui passe par l'esprit. En fait, il dit pas grand-chose. C'est les génies finalement qui décident pas mal ce qui est mieux pour lui. C'est-à-dire que la question, là, l'idée de la lampe, hein, c'est que, en fait, il y a quelque chose qui résout tous les problèmes, hein, qui fonctionne super bien. Et en fait, il fonctionne super bien et on n'a même pas besoin de se poser la question de ce que ça veut dire fonctionner. Ça marche, c'est tout, disait cette publicité je sais pas quoi, un iPhone ou quelque chose de ce type. En tout cas, AirPods, bon, whatever. Mais en fait, parce que c'est un slogan qui est repris souvent, notamment par Apple. Hein, it simply works, hein, c'est la version en anglais, qui est repris souvent. Donc, ça marche, c'est tout. J'avais été une fois très touché par une collègue qui m'avait dit, je lui ai dit, mais pourquoi tu utilises Word? Word, c'est une des choses que je déteste. Et la réponse avait été, ça marche bien. Puis en fait, ce qui me taraude dans cette chose, c'est ça marche bien pour faire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire de marcher? Donc je me pose cette question qui est, vous voyez là, je ne sais pas si vous connaissez cette image, c'est pris de Wall-E, un autre dessin animé, c'est pas Disney, c'est quoi? C'est Pixar. C'est Pixar, Wall-E. Donc petit robot, etc. Mais là, c'est les humains dans Wall-E. En effet, tout fonctionne tellement bien qu'ils sont immobilisés dans une chaise et dans un fauteuil, et puis les machines s'occupent de tout, de les rendre heureux, contents. Qu'est-ce que ça serait bien, non? Un monde dans lequel nous n'avons même pas à faire tout ce que nous faisons, hein, pas à travailler, pas à penser, pas à se poser des questions. Donc la question que je me pose, c'est
est-ce que les génies exaucent vraiment nos désirs ou c'est plutôt nous qui exauçons les leurs? C'est-à-dire, est-ce qu'à un certain moment, cette rhétorique de la solution n'est pas une rhétorique qui nous pousse simplement justement à ne pas nous poser des questions et donc finalement à ne pas savoir ce que nous voulons, à ne plus en avoir des désirs, juste à faire ce que le génie semble suggérer être la meilleure chose à faire pour nous. En fait, c'est un peu ce que je trouve dans les technologies numériques. Donc, c'est de ça que je vais parler, hein, mais en faisant quelques détours un peu plus littéraires ou théoriques ou philosophiques. Mais c'est de ça dont je parle. C'est le fait que ça soit pratique d'avoir un iPhone qui vous dit quelle route prendre, comme s'il y avait juste une route à prendre, la meilleure. Mais la meilleure par rapport à quoi? Pourquoi je veux passer par là? C'est plus rapide, il y a moins de circulation, il faut moins de temps, je pollue moins, je vois ces beaux arbres d'automne. Moi, je choisis souvent mon chemin les matins sur la base de, je sais ce que je veux voir. Je veux pas rencontrer des gens, je prends des ruelles parce que je veux pas voir des gens. Par exemple, évitons ces quartiers parce que les vibrations des camions peuvent nuire à des bâtiments. Vous savez qu'il y a des lotissements entiers, en France en particulier, c'est arrivé, des zones résidentielles qui ont juste été démantelées, donc les prix immobiliers qui descendaient, les gens qui partaient, les maisons qui valaient plus rien, etc. Parce que c'était, selon Google Maps, le chemin le plus rapide à prendre. Donc les gens, des camions passaient dans une route qui n'était pas destinée aux camions, et en fait, tout ça a été détruit. Et c'était la meilleure route. C'est-à-dire que quand on dit meilleure, par rapport à quoi? Donc, ce que je vois, ce que je veux questionner, c'est en fait, il y a une raison derrière, et il y a une vision du monde qui, à mon avis, est assez une vision du monde uniforme, et qui fait les liens entre les différentes technologies que nous avons dans nos mains, différentes, justement, c'est ça le point, pas tant que ça. C'est-à-dire que, concrètement, nous avons très peu de technologies dans les mains, fondamentalement deux, c'est ça les choses. Oui, il y a d'autres grandes sociétés, mais finalement, c'est très concentré. Et en fait, ce que je remarque, c'est que ces technologies qui nous sont proposées répondent finalement à des visions du monde qui sont très uniformes. C'est-à-dire, on voit une chose. Et alors, j'emprunte une réflexion à Francesco Orlando, qui était un grand théoricien de la littérature italien, mais à la base, il était expert de littérature française et sa tristesse dans sa vie a été toujours que son œuvre n'a eu aucun impact dans le monde francophone, jusqu'à 2010, quand il est finalement arrivé à faire traduire un de ses ouvrages en français et il est mort. Donc voilà. Mais ça a été un de mes profs, c'était un intellectuel vraiment de premier plan en Italie et complètement à contre-courant parce qu'il était un structuraliste marxiste à l'époque de Derrida, donc où il croyait vraiment à la structure et au rapport entre littérature et réel, alors que c'était pas la mode. Donc c'était quelqu'un qui n'a pas eu de succès en France justement, notamment pour ça à son époque. Peut-être aujourd'hui ça revient, mais bon, Orlando, il faisait une interprétation de la littérature à partir d'un cadre théorique freudien. Alors il disait finalement, le monde fonctionne sur la base de ce qu'on peut appeler un impératif rationnel. Ça, c'est un peu la découverte de Freud. C'est le fait de dire la rationalité n'est pas quelque chose d'inné. Nous ne naissons pas rationnels. La rationalité, c'est quelque chose qu'on nous apprend et qu'on nous impose même. On apprend aux enfants à être rationnels et qu'il ne faut pas ne pas l'être. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Dans cet impératif rationnel, il y a toujours des moments où nous résistons à l'impératif rationnel. L'exemple que je fais toujours, c'est l'enfant, par exemple, qui parle une langue qui n'existe pas. L'enfant qui joue avec ses mots, c'est très clairement une résistance à l'impératif qui lui dit « comporte-toi comme un être rationnel », donc dit des choses qui ont du sens, et l'enfant tout de suite, dans le jeu, il produit du non-sens.
En fait, Orlando disait, la littérature, c'est ça. La littérature, c'est un retour du refoulé de l'impératif rationnel. Le monde nous dit, soyez rationnel, et en fait, on trouve des endroits où faire ressurgir l'irrationalité, et la littérature en fait partie. Et en fait, il dit, bon, très bien, ça c'est un cadre général qui vaut pour le monde entier, l'impératif rationnel qui distingue un peu toutes nos sociétés occidentales, et puis ce retour du refoulé irrationnel, qui revient évidemment, par exemple, dans les rêves. Ça, c'est l'interprétation intéressante de Freud. Il dit, c'est pas vraiment un inconscient, c'est pas l'inconscient, c'est une question vraiment de logique. Donc, on la retrouve dans les rêves, en effet, mais c'est pas que dans les rêves on est inconscient, c'est que ces deux logiques sont là tout le temps de rationalité et de l'irrationnel. Et Orlando, qui était un grand lecteur, il y avait une bibliothèque immense chez lui de 60 000 volumes classés en ordre de naissance de l'auteur. Toutes les langues du monde, il lisait, je sais pas combien de langues, c'était génial. Et en fait, il lisait, et puis il dit à un certain moment, en lisant des textes du 19e siècle, je remarque qu'au 19e siècle, et dans la littérature, il y a énormément de trucs bizarres. Il y a des choses cassées, des listes d'objets non fonctionnels, des reliques, des objets qui ne servent à rien. Et souvent, ça se présente sous forme de listes. Et il dit pourquoi. Pourquoi, dans la littérature du 19e, il y a tous ces trucs. Et Orlando, qui a du coup une vision de la littérature très anti-Barthes, etc. Barthes, devant ces choses, il dit « Ah, c'est fait du réel, ça signifie rien », parce qu'il n'a pas pris la peine de lire. Orlando lisait. Et donc, il disait s'il y a ces listes-là, ça doit signifier quelque chose. Ça signifie quoi? Et ce qu'il remarque, c'est justement au siècle où... C'est le siècle de la productivité, le 19e. Première révolution industrielle, l'explosion du capitalisme, la naissance du capitalisme, la productivité. Et en fait, il dit, Orlando, c'est le siècle où l'impératif rationnel, donc cet impératif général freudien de dire il faut que tu sois rationnel, se spécialise, être rationnel devient équivalent à être fonctionnel. On pourrait dire à être productif, fonctionnel dans ce sens-là. Donc en fait, c'est comme si on considérait que c'est normal, vraiment prenez-le dans le sens de normalité, t'es normal si t'es fonctionnel, si t'es pas fonctionnel, en fait t'es anormal. C'est vrai, évidemment ça qu'on retrouve dans la rationalité freudienne, t'es normal ou t'es fou. Si t'es irrationnel, en fait ça veut dire que t'es fou. Donc en fait, ton irrationalité peut ressortir dans un lapsus, dans tes rêves ou dans tes poèmes si t'en écris. Mais après, si je te parle, réponds-moi comme un homme rationnel, Olivier, s'il te plaît, parce que sinon, t'es fou. Sinon, je te mets dans un hôpital. Et là, dit Orlando, au 19e, sois rationnel, c'est concrétise dans le fait de dire sois fonctionnel. C'est-à-dire, je te dis, il faut que ça marche. Et si jamais tu as un comportement qui a tendance à ne pas marcher, alors ça veut dire que tu es anormal. Ça veut dire que tu es fou. En fait, aujourd'hui, c'est plus ou moins ça. C'est ça que voulait dire la réponse de ma collègue, je l'utilise parce que ça marche. Parce qu'en fait, que ça marche, c'est un impératif tellement naturel pour nous, que si je vous disais, pourquoi t'aimes cet ordi-là, que j'ai, mon ordi de 2007, pourquoi t'aimes cet ordi-là? Si je vous répondais, parce que ça marche pas du tout, vous direz, le gars, il est gaga, il est fou. Il faut que son ordi, ça marche. Si je vous disais que, justement, je prends ces chemins-là, parce que j'aime bien cet arbre, je suis presque fou. Non, tu prends le meilleur chemin. Il faut que tu arrives à l'université, que tu bosses. Mais là, vous voyez, alors, du coup, là, si je m'éloigne de l'exemple, vous comprenez où je veux en venir. En fait, non, pas du tout. On donne par acquis qu'il y a une seule vision du monde possible, alors que cette vision, elle est très située. Et alors, en fait, c'est la rhétorique qu'on retrouve dans ce qu'on appelle les GAFAM. On pourrait rajouter des choses à cet acronyme pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Vous pouvez rajouter X et OpenAI si vous voulez. Et Nvidia.
Nvidia, il y en a qu'on peut rajouter. En réalité, par contre, quand vous regardez, ils habitent tous dans 2 blocs de maisons. Donc bon, c'est assez concentré. Hein. Donc vous voyez, c'est la rhétorique des solutions. Il y a la solution logicielle. Et en fait, vous n'êtes jamais posé la question de « mais ça résout quel problème ?» Là, on l'a vu, hein, on le voit, cette rhétorique est très présente dans nos institutions aussi. Hein. On a acheté les logiciels d'intelligence artificielle, la solution pour gérer, par exemple, la distribution des salles pour les cours. La solution à quel problème? En fait, il y avait un problème de diffusion des salles, on ne sait pas. J'ai demandé, on avait un problème, nous? Non, quelqu'un a acheté la solution. Mais en fait, on ne s'est pas posé la question. La solution pour écrire, la solution pour trouver un hôtel, la solution pour justement discuter avec vos amis. Et en fait, le problème c'est, ok, là, pour qu'il y ait une solution, il faudrait quand même qu'il y ait une question, qu'il y ait un problème. Et ce problème peut être formulé de plusieurs manières différentes. Donc là, vous voyez, c'est les solutions. Et c'est quoi les caractéristiques de ces solutions? C'est intuitif, c'est simple, c'est performant, c'est rapide, c'est facile. Alors, je voudrais revenir sur certains termes, je ne peux pas revenir sur tous, mais pour faire voir l'aspect problématique de ces termes. En fait, pour vous les dire, ces termes sont des mensonges, sont des mensonges assez graves si on rentre dedans, parce qu'ils présupposent qu'il y ait une unité là où il n'y en a pas. C'est-à-dire, ils rendent invisible le fait qu'il y a un choix à faire. J'ai plusieurs choses et je pourrais choisir entre plusieurs, mais je me concentre sur une seule et j'ai dit que les autres n'existaient pas et du coup j'ai accès juste à celle-là. L'intuitif, c'est l'exemple le plus significatif que je vais vous faire. Je vais l'analyser un tout petit peu plus, la question de l'intuitivité. C'est quoi l'intuition? L'intuition, ça vient du latin, ça veut dire voir à l'intérieur, voir à l'intérieur. Ça correspond à un autre mot allemand qui veut dire exactement la même chose, qui a la même racine, c'est anschauen, donc voir dedans, oui. Selon Descartes, le grand Descartes, la définition de l'intuition, c'est une connaissance qui ne découle pas d'un raisonnement. Exact, oui. Tout à fait. Et en fait, c'est plus ou moins la même définition que donne Kant. Et en fait, du coup, exactement, il y a une idée d'immédiateté. Il y a une idée d'immédiateté. Il n'y a pas de médiation. En fait, il y a eu un énorme débat à partir de Descartes, et en particulier à l'époque de Kant. Donc, il y a plein de positions différentes. Kant, Fichte, Hegel, chacun a sa position sur l'Anschauung. Est-ce que c'est possible d'avoir une intuition? C'est-à-dire, justement, quelque chose qui me permet d'avoir un rapport immédiat, on revient à la médiation, sans médiation au réel. Je touche les réels sans médiation. Et donc, il y a tous les débats fondamentaux de l'époque, à partir de Descartes, justement, mais c'est les débats, est-ce qu'on peut avoir une intuition intellectuelle? C'est-à-dire, il est évident, depuis Descartes et d'autres, Hume, qu'on peut voir, et ça c'est ce que pense aussi Kant, des intuitions sensibles. C'est-à-dire, je vois cette chaise, puis j'ai un rapport direct avec cette chaise, sans besoin de raisonner, justement. Elle m'arrive, tac, et j'ai la chaise. Vous savez que Kant basait la possibilité de cette intuition-là, intuition sensible, sur la géométrie euclidienne. C'était la perception, ça c'est une parenthèse pour ceux et celles qui connaissent un peu de philo, parce que c'est un peu compliqué à expliquer, mais j'y vais vite. L'idée c'est que nous avons les catégories des temps et d'espace qui sont innées, et en fait, c'est ça qui permet, du coup, il n'y a pas de médiation. En réalité, il y en a une quand même, c'est les catégories des temps et d'espace, mais que nous appliquons automatiquement, et puis tout le monde a les mêmes, parce qu'il y a seulement l'espace, c'est Euclide.
Puis en fait, Kant n'aurait pas été content s'il avait vécu un petit peu plus, parce que vous savez que les géométries euclidiennes ne sont pas les seules géométries possibles. C'est-à-dire que si vous avez une géométrie, par exemple, riemannienne, un espace riemannien, ben, l'intuition sensible des Kant ne fonctionne plus. Et en effet, une mouche, par exemple, elle ne voit pas une chaise comme nous la voyons. Hein. Donc ça ne marche plus. Hein. Là aussi, il y a une médiation. Mais bon, ça c'était une parenthèse. Mais concentrons-nous sur l'intuition intellectuelle. Kant dit, ce n'est pas possible l'intuition intellectuelle. Un entendement dans lequel, par la conscience de soi, tous les divers seraient simultanément donnés, serait intuitif, le nôtre ne peut que penser, et il lui faut chercher l'intuition dans l'essence. C'est-à-dire, si je vois une chaise, dit Kant, le fait de je peux avoir l'intuition sensible, c'est-à-dire je vois des formes finalement, et ces formes-là, bah oui, il n'y a pas de médiation, donc c'est universel, parce que c'est où l'enjeu de l'intuition du coup? C'est l'enjeu de l'universalité, de l'unicité. S'il n'y a pas de médiation, que j'ai un rapport direct avec les réels, ben en fait, il y a un seul réel possible. C'est celui que je perçois. S'il y a une médiation, et là vous voyez que même pour les sensibles, je viens de vous dire, la mouche elle voit une autre chose. S'il y a une médiation, ben ça veut dire que selon comment on médit, ben on voit deux choses différentes. Kant dit, pour les concepts, donc l'intuition intellectuelle, elle n'existe pas l'intuition intellectuelle, parce qu'il y a toujours un raisonnement, justement, il y a toujours une médiation. Et comment on médit? Bah, selon comment je médis, si j'ai en tête l'idée de chaise, bah, je vois une chaise. Si je n'ai pas en tête l'idée de chaise, parce que je n'ai pas jamais vu de chaise, puis je ne sais pas ce que c'est qu'une chaise, je vois une autre chose. Et je vais c'est-à-dire, pour Kant, je vois la même chose, mais en fait, je donne un concept différent. En fait, ça c'est ce que je veux dire pour les technologies. Dire que c'est intuitif présuppose qu'il y a une seule manière de voir le monde. C'est intuitif que ça c'est la meilleure route. Ben non, mais c'était quoi ton idée de meilleure? Meilleure route, c'est pas une vision possible. Il y en a autant qu'il y a des mondes. Mais donc explicite ta vision. C'est quoi ta meilleure route? La plus agréable, la plus longue, la plus courte, la plus rapide, celle où je vois le moins de monde, celle où je vois le plus de monde, celle où je vois cette jolie maison que j'aime tant, celle où je perds assez de temps pour arriver en retard à mon cours, parce que je ne peux pas arriver ponctuel à mon cours, etc., etc. Celle où je consomme le moins d'énergie. Donc là, vous voyez, et en fait, pourquoi ça devient vraiment intuitif? Parce que certaines visions du monde deviennent tellement habituelles et tellement les seules qu'on nous propose que finalement, nous ne connaissons que celles-là. Et les mettre en question devient aberrant, exactement comme mettre en question l'impératif fonctionnel. Si on les met en question, si je mets en question que peut-être il n'y a pas une meilleure route, bah du coup je suis le fou de la situation qu'il y a un ordinateur de 2007. Là, juste une petite chose sur l'intuition des enfants qui m'énerve, parce que je dois dire que ce livre a été pas mal influencé, je ne l'ai jamais dit, mais là, ce que j'y pense, je le dis. J'ai écrit ce livre probablement parce que j'ai des filles petites. Parce qu'en fait, la question de l'intuition pour les enfants est assez hallucinante. Évidemment, la rhétorique qu'on trouve, hélas, aussi dans certaines études de chercheurs et chercheuses collègues, c'est que « Ah, c'est tellement intuitif, regardez l'iPad, vous le donnez à l'enfant, il est tout de suite capable de swiper. » Ben oui, bien sûr, c'est tellement naturalisé, il a tellement vu que ça, que oui, il swipe. Mais c'est pas qu'il swipe parce que c'est intuitif de swiper, il swipe parce que c'est le seul modèle qu'il a vu. Donc en effet, ça devient plus intuitif de swiper plutôt que de tourner une page en papier. Et ça, c'est clair. Si vous lui donnez que des pages en papier, ça va être plus intuitif pour lui de tourner des pages en papier. Donc là, j'ai essayé pour les geeks d'apprendre à ma fille à utiliser Vim. C'est très intuitif pour elle, Vim. Voilà, c'est un éditeur de texte qui est considéré très peu intuitif et utilisé seulement par les informaticiens. Il n'y a pas de souris. Il faut juste écrire pour commencer à écrire, etc., etc. Il n'y a pas d'interface graphique. Mais en fait, un enfant, si vous faites voir un truc qui n'a pas d'interface graphique et vous lui dites pour écrire, tu dois d'abord appuyer sur I et il écrit, il trouve ça intuitif. Donc, vous voyez, le problème de cette rhétorique, c'est cette idée d'immédiateté qui cache une imposition d'une pensée unique. La littératie numérique devient une réduction, c'est que ça devient, c'est juste apprendre à modeler nos usages sur la base de ce que les outils nous proposent. Ça, c'est vraiment l'idée. Et vous voyez, il y a beaucoup de programmes, hélas, même gouvernementaux. Là, maintenant,
Depuis 2-3 ans, j'ai l'impression que ça freine un peu cette tendance. Mais il y a eu beaucoup de programmes où on faisait justement l'école numérique, et l'école numérique consistait à acheter des iPads, donnant la nouvelle technologie aux enfants. Mais en fait, là, il faut se poser la question, ces programmes-là pensent la littératie comme modeler les usages et les formes des pensées des enfants, des jeunes, à ce que proposent des technologies particulières. C'est-à-dire que la littératie devient être capable d'utiliser. Mais c'est pas ça, la littératie devrait être plutôt la capacité de se poser des questions sur ce qu'on veut faire, et puis de trouver éventuellement la bonne réponse à un besoin ou à une question. Pas le fait d'adapter nos questions à ce qu'un iPad me propose. Bon, maintenant, peut-être, ça c'est un sujet peut-être de discussion aussi, et vous, à un droit, vous en connaissez peut-être plus que moi, mais j'ai l'impression que les législations changent dans plusieurs pays, notamment au Québec, il y a eu ils ont interdit les téléphones à l'école, bon, il y a une réflexion qui commence à se faire, mais... Donc vous voyez, là, c'est encore une fois l'idée, Evgeny Morozov parle de ça, de cette rhétorique des solutions, du fait que, bah oui, il y a la solution, mais en fait, il n'y avait pas de problème. Et en fait, même les États délèguent, vous voyez, la Covid a été un moment où on l'a vu de manière très forte, on avait besoin de solutions, et en fait, on a acheté des solutions à qui avait des solutions à vendre. Alors là, un de mes objectifs critiques, mais je ne peux pas les dire maintenant parce qu'on y est, c'était Zoom. Zoom a été, et l'adoption de Zoom par les institutions, notamment par les universités, a été typiquement un cas de solutionnisme de ceux qui critiquent Morozov. On ne peut pas se voir en présence, on achète la solution. Mais la solution à quoi? C'est quoi les problèmes? Et ce n'est pas les mêmes problèmes de ne pas pouvoir se voir pour faire un cours de droit de premier cycle, ou un séminaire de littérature de deuxième, ou une conférence, ou une rencontre d'affaires. Et en fait, nous avons tous acheté, impératif fonctionnel, les universités ont acheté la solution qui a été conçue pour qui? Pour des entreprises qui faisaient des rencontres d'affaires. L'interface, les protocoles de compression des données, tous les systèmes Zoom, comment fonctionnent les données, d'où elles passent, où elles sont actuellement. Nous sommes aux États-Unis, parce que les serveurs ne sont pas au Canada. Les serveurs de Zoom de l'Université de Montréal sont chez Amazon, en Caroline du Nord. Donc actuellement, c'est là que nous sommes. Donc par exemple, les problèmes de législation sous cette base, si quelque chose se passe, qui est responsable? Je ne sais pas. Moi, je me posais la question sur nos assemblées à cette époque. Tout était en Caroline du Nord. Donc voilà, la solution à quoi? Et là, on a acheté une solution, en effet, mais qui était une solution qui répondait à un problème. En effet, c'est les problèmes de la performance des entreprises en temps de pandémie. Et alors, on peut penser que l'université est une sorte d'entreprise, mais on pourrait aussi penser qu'elle ne l'est pas. On peut penser qu'un cours, c'est une sorte de réunion d'affaires, mais on peut aussi penser qu'il ne l'est pas. Qu'une conférence et un cours sont la même chose, etc. Donc, en fait, il y a des valeurs qui sont dedans et qui sont souvent cachées. Donc, vous voyez, au lieu d'être des utilisateurs ou des utilisatrices, nous sommes fondamentalement utilisés par la solution qui nous est proposée. Bon, j'essaie d'aller un peu vite parce que j'ai pris trop de temps, mais là, vous voyez, en général, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir quels sont derrière. Vous avez Al-Khwarizmi, qui est le mathématicien du 8e, 9e siècle, auquel on doit le mot algorithme. Algorithme vient de lui, Al-Khwarizmi, qui a écrit un livre sur l'algèbre. C'est l'inventeur de l'algèbre. Bon, et donc, les algorithmes, les formats, les protocoles, toutes ces choses-là, en fait, portent des visions du monde. Et ces visions du monde sont basées sur des valeurs, sur des choses que nous voulons. Et en fait, le fait d'utiliser tous et toutes les mêmes apporte à une reproduction des mêmes valeurs. Donc nous voyons le monde tous et toutes
de la même manière, parce que nous utilisons tous et toutes les mêmes technologies, et donc il y a cet effet de prophétie autoréalisante, parce que, en fait, j'adapte mes valeurs à ce qu'une technologie me propose, donc ensuite, je veux ce que la technologie me propose, parce que je me suis adapté à ce que la technologie proposait. Vous le voyez typiquement, hein, l'algorithme des recommandations de Netflix qui nous recommande des films, en fait, au début, je m'adapte, parce que je dis, ça marche bien, regarde, il m'offre un truc, je regarde ce qu'il me dit de regarder, puis ensuite, mes goûts, en effet, s'adapte à ce qu'il me propose. Donc je dis, tu vois, il devine ce que je veux voir. Oui, bien sûr, parce que mon goût est produit par l'algorithme. Je vous fais un exemple un peu plus angoissant, c'est celui de Tinder, et la modélisation de ce que c'est, de ce qu'on peut chercher dans une femme ou dans un homme. Donc évidemment, on est dans le cadre d'une application de rencontres hétérosexuelles, et alors c'est très intéressant, je vous conseille d'aller voir, ou très angoissant selon les points de vue, je vous conseille d'aller voir le brevet des Tinder. C'est fou, ils peuvent déposer ça. Ils ne déposent pas l'algorithme qui est caché, qui est propriétaire, mais ils déposent les principes derrière l'algorithme, donc la vision du monde, vraiment. Et en fait, c'est discursif, et c'est une série de lieux communs sexistes et racistes. Et en fait, c'est ça qui, je trouve, absolument fabuleux. Mais vous autres, en droit, vous devez savoir comment on fait pour déposer comme brevet une série de stéréotypes sexistes. Et je pose même un brevet dessus. Et en fait, juste pour vous donner quelques exemples sympas, vous voyez, in this example, Harry is 10 years older than Sally, makes 10,000 grand more per year, and has a master's degree, while Sally has a bachelor's degree. Even with these disparities, matching survey 20, qui est le nom qu'il donne à l'algorithme, gives Sally's profile a high score, which makes it more likely that Sally's profile will appear in Harry's result list. However, if it was Sally who submitted the research and matching survey 20 was evaluating Harry's profile, a different score is possible. C'est-à-dire, si tu es un mec qui gagne plus, qui est plus vieux et qui a un plus haut titre d'études, une jeune fille peut être intéressée à toi. Mais l'inverse, évidemment, non. Donc là, vous voyez, on est clairement devant un stéréotype hautement sexiste. Quand on a dit au PDG, mais attends, mais c'est n'importe quoi ça, il a répondu, non, excusez-moi, mais c'est pas moi. Moi, je reflète ce que les gens veulent. Donc, en effet, il reflète un sexisme ambiant. Il l'implémente dans un algorithme, mais ça a un effet qui est que, puisque tout le monde utilise Tinder, même un homme qui ne serait pas forcément trop sexiste, si ça existe, mais en tout cas, on peut imaginer un homme moins sexiste, mais qu'en fait, on va lui proposer des femmes plus jeunes et avec moins de titres d'études, donc à la fin, il va choisir et puis il va se dire, finalement, j'aime bien les femmes plus jeunes et avec un plus bas salaire. Donc, en fait, et ça c'est l'idée de la prophétie autoréalisante, c'est que, à la fin, ça promeut les mêmes valeurs sur lesquelles c'est basé. Et ça fonctionne super bien, évidemment. Donc, là, l'idée pour moi, c'est celle de lire et interpréter le code, les formats, les protocoles, etc., d'essayer de se rendre compte que c'est jamais trivial, que c'est jamais intuitif, que c'est jamais immédiat. Et la piste que je propose dans ces livres, c'est la piste du bug. Pourquoi la piste du bug? En fait, j'aime le bug pour sérieusement, je fais un éloge du bug sérieux, j'y crois vraiment, parce que c'est la seule chose qui me donne de l'espoir. Je crois très peu aux possibilités de nous autres en tant qu'individus héroïques qui résistent contre. C'est très difficile là-dedans. Vous comprenez que nous sommes complètement pris. Ce qu'il y a de beau le bug, c'est que c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur, qui a sa propre volonté. Bug, d'ailleurs, ça vient de ça. La racine étymologique au début, ça veut dire spectre. Et puis, de spectre à punaise de lit. Probablement par association, parce que la punaise de lit, c'est comme un spectre, ça nous gêne la nuit, etc. Donc, en fait, ce que j'aime, cette étymologie, c'est justement, ça casse tout, le bug. Donc, première chose, ça bloque, ça marche plus. Mais en fait, pas seulement, mais donc ça bloque, donc on est obligé de réfléchir. En fait, j'ai mon iPhone, je suis en train de suivre les chemins, puis bug, ça marche plus. Et là je dis putain, je suis où? Alors la première chose que le bug fait, c'est que là je suis obligé de me poser la question, j'étais en train de faire quoi? Qu'est-ce que je voulais faire? Est-ce que je voulais... Mais en fait,
En fait, je voulais pas aller là. Hein. Donc, il y a cette possibilité d'arrêter l'impératif fonctionnel et de faire émerger la pensée. Et peut-être aussi, hein, le bug n'est pas seulement quelque chose qui casse, c'est aussi quelque chose qui propose des fonctionnements différents. C'est-à-dire, le bug est le moment où un logiciel fait une chose qui n'était pas attendue. Parce qu'il se trompe, ou parce que, en fait, il se trompe pas, c'est un algorithme, mais en fait, c'était un comportement qui n'avait pas été prévu, et du coup, il fait une chose autre. C'est ça que je trouve intéressant. Et 3 types de dysfonctionnements possibles, donc en effet, l'outil qui se casse, mais aussi, vous voyez, très souvent, on pense au bug comme, au dysfonctionnement simplement comme un outil complexe. C'est-à-dire un outil différent du paradigme habituel. Et donc c'est pour ça que moi j'aime les choses qui fonctionnent pas, parce que très souvent les choses qui fonctionnent pas c'est ça, hein, c'est se retrouver devant un truc qui est plus complexe de ce qu'on avait pensé, du coup qui nous oblige à nous poser des questions. Ou un autre très beau cas de bug ou de dysfonctionnement, c'est l'outil inutile, c'est-à-dire je pense à tous les détournements artistiques ou créatifs usage d'artistes qui détournent une technologie pour en faire tout autre chose. Par exemple, je pense aux travaux de cet artiste allemand dont le nom m'échappe, Simon, je pense, qui promenait un chariot avec 100 iPhones dedans pour créer des bouchons dans les petites rues d'un petit village au milieu de nulle part. Et en fait, c'est assez intéressant parce que là, vous voyez, bon, ça crée un bug, donc vous avez l'impression qu'il y a un bouchon alors qu'il y a juste un type avec un chariot d'iPhone, mais ça arrête les fonctionnements, Google ne marche plus, il a eu beaucoup de menaces, j'ai parlé avec lui, les gens lui ont écrit en le menaçant, ça c'est très intéressant, faire dysfonctionner une chose c'est aberrant au point où les gens étaient vraiment fâchés, hein, tu es en train de nous casser notre truc, c'est grave, tu peux pas faire ça, et en fait c'était intéressant aussi parce que ça révélait les mécanismes de comment fait Google pour dire qu'il y a un bouchon, et donc ça permet de questionner les systèmes, ça permet de réfléchir sur une série de choses. Et en fait, pour finir, parce que je suis quand même un philosophe et je vais me poser la question de cet amour du bug, il vient d'où? Pour moi, le bug, en fait, c'est la philosophie. La philosophie est un bug. Je me pose souvent la question de à quoi ça sert ce que je fais? Vous savez, quand j'ai dit à mes parents que je voulais étudier la philosophie, mes parents sont médecins tous les deux, m'ont regardé en disant « What? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais ça sert à quoi ?» Et en fait, depuis cette époque, j'avais 16 ans, j'ai décidé très tôt que je voulais étudier la philosophie, c'est peut-être même 15. Depuis cette époque, je me pose la question « Qu'est-ce que je dois répondre à mes parents? Ça sert à quoi ce que j'ai fait ?» En fait, je suis arrivé à une conclusion, 30 ans plus tard, je suis arrivé à la conclusion que la réponse c'est à rien. Ça sert à rien. Pas seulement ça sert à rien, pas seulement ça améliorera pas le monde, ça va pas le faire fonctionner mieux, ça va probablement le casser. Ça sert à rien parce que justement, ça ne rentre pas dans l'impératif fonctionnel. Ça fait autre chose qui est complètement différent. Ça ne sert, parce que si je voulais répondre à cette question, ça sert à quoi? Je rentrerai encore une fois dans les paradigmes fonctionnels. Il faut que ça serve pour. Vous savez, c'est quand on vous dit, oui, va en vacances comme ça, tu vas te reposer puis tu vas être encore plus productif quand tu rentres. Ben non, je veux pas ça. Je veux juste perdre du temps. Hein? Et là, si vous pensez aux représentations des Socrates donc début de la philosophie, hein, vous pensez comme un des premiers philosophes, en tout cas, dans la philosophie occidentale, il est souvent représenté comme quelqu'un qui bug. Et de manière très souvent très comique. C'est-à-dire que il y a cette scène hein, dans les banquets où tout le monde l'attend et puis lui il est resté bloqué au milieu de la rue et puis on demande à ses amis il est où Socrate? Non il est bloqué là au milieu. Ça lui arrive souvent et en fait c'est tout le temps. Et pourquoi il fait quoi? On ne sait pas. C'est pas trop. Mais il fonctionne plus. Il marche plus. Littéralement. Ça lui arrive dans les Phèdres. Il essaye de traverser les fleuves, puis il reste bloqué. Et il n'arrive plus à traverser. Et en fait, Phèdre lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, c'est qu'il m'arrive très souvent, j'ai un démon, c'est la philosophie, hein, les démons socratiques. Qu'est-ce qu'il fait les démons? Il dit, il m'arrête toujours quand je suis en train de faire quelque chose. Il dit pas, il m'arrête quand je suis en train de faire quelque chose de mal. Il arrête toujours. Donc, Socrate, il dysfonctionne. La philosophie peut être considérée comme ces moments où tout se casse, rien ne marche plus,
où nous sommes obligés à nous arrêter, ou peut-être nous sommes aberrants. En tout cas, nous n'allons pas dans l'essence de l'impératif rationnel et de l'impératif fonctionnel en particulier. Tout s'arrête, tout se casse. C'est peut-être dans ces moments-là où cette chose externe, encore une fois, c'est pas Socrate n'est pas un grand philosophe. Il y a les démons juste qui les fait dysfonctionner. Vous voyez, la philosophie, à mon avis, c'est ça. C'est ça peut-être la pensée critique. C'est pas les grands penseurs, mais c'est quelqu'un qui dysfonctionne à cause de quelque chose qui vient de l'extérieur, qui casse, qui bloque, mais qui donne la possibilité de l'émergence d'une pensée autre et qui donne aussi accès à une possibilité de multiplicité. Merci beaucoup. On peut peut-être arrêter le... Sans transition, Olivier, C'est à mon tour tout de suite? Oui. Ok, bon, merci. Bon, j'ai beaucoup aimé le livre, j'ai adoré le livre de Marcello parce qu'il m'a provoqué, hein, c'est ce qui arrive souvent. Et donc, j'ai pris des notes parce que c'était quand même important. Puis je vais vous dire les choses avec lesquelles je suis en profond accord avec Marcello et évidemment les choses avec lesquelles je suis pas d'accord, mais c'était un petit peu le but, le plaisir de ces choses-là. Donc, évidemment, je pense que Marcello est tout à fait raison quand il parle de cette espèce de volonté de transparence, de non-abrasion des GAFAM, cette volonté de disparaître, de nous faire croire en fait que les choses sont faciles et qu'on les fait d'une façon volontaire. Ça me faisait penser à quelque chose que j'ai lu dernièrement sur les espaces à Las Vegas. Hein, donc, quand on prend un espace d'un casino, ces choses-là sont très, très réfléchies. Donc, il n'y a aucun angle droit, si possible, pour ne pas forcer les gens à prendre des décisions. Le plafond est bas, la lumière est tamisée pour qu'on rentre dans notre zone. Parce qu'évidemment, le but, c'est que de moins d'abrasion possible, le moins de repoussoir possible quand je suis en train de jouer. Parce que le but, en fait, à Las Vegas, ça me faisait penser à ce que tu disais, c'est que les joueurs zone out, hein, ils sont en train de jouer comme ça, ils sont dans l'espèce de leur monde, donc ils ne font qu'un avec cette espèce de machine et il y a le but. Et Marcello a tout à fait raison, c'est le but des GAFA. Donc, moi, au contraire de lui, j'ai toutes sortes de produits Apple. Et je comprends très bien que le but du produit Apple, c'est pas de me défier, de me dire Olivier, fais ceci, fais cela, que fais-tu de ta vie, mais évidemment, c'est de me séduire. Hein, parce qu'on est ici vraiment dans l'impératif capitaliste, et ça, je suis tout à fait en accord avec ça. Je pense aussi, comme Marcello, que l'utilisation des outils qu'on a est loin d'être neutre. Utiliser Word ou Excel ou PowerPoint ou un autre logiciel, évidemment, forme et fait rentrer la pensée dans des sillons desquels il est difficile de sortir. On pense comme Word aimerait qu'on pense, on s'en aperçoit pas toujours. Et ça, je pense que c'est tout à fait vrai. Il y a aussi une chose dont tu n'as pas parlé, mais je pense que c'est important, c'est ce qu'on appelle dans l'économie du comportement des anchoring effects, hein, l'effet d'encre, c'est-à-dire une fois que la technologie produit quelque chose, on finit par tourner autour. Donc, si vous avez ici des logiciels, par exemple, de traduction, des logiciels, même quand vous demandez à l'intelligence artificielle comme ChatGPT pour produire un texte, on finit par tourner autour et on finit par tourner autour de ce qui a été produit. Je pense que c'est quelque chose de difficile et dangereux. Il y a aussi, j'ajoute des petites choses, une chose dont on n'a pas parlé, mais dont on avait déjà parlé, mais on a parlé dans ton livre, et on a parlé ici personnellement, c'est le glissement profond qui s'opère entre l'espace privé et public, et même l'espace mental privé et public. Tu donnes l'exemple de la sermentation qui se fait évidemment sur des plateformes privées. Tu m'avais déjà raconté, tu pourras raconter l'anecdote de ton hypothèque que j'ai toujours beaucoup aimé. Et il y a aussi un autre danger qui me semble sur lequel, en fait, autour duquel le livre de Marcello nous fait penser, c'est vraiment ce glissement en retardement. Donc, vous êtes dans la salle, bon, il y en a qui sont plus jeunes, mais ceux qui sont de notre groupe d'âge, vous vous rappelez très bien que quand Google est sorti avec son moteur de recherche vers la milieu de la fin des années 90, on trouvait tous ça génial, n'est-ce pas? Et si vous vous rappelez, pendant des années, la question qui s'est posée, c'est mais comment est-ce que Google va faire de ça, va faire des profits avec ces choses-là? Pendant des années, on s'est posé cette question, et pendant ce temps-là, on a rentré toutes sortes de données, le glissement s'est fait, et tout d'un coup, on s'est retrouvé avec nos données qui étaient dans l'immense mâchoire de ces compagnies-là. Alors, c'était pas tout à fait le but au début, puis on s'est fait un petit peu happer par quelque chose qui était effectivement, comme tu dis, fonctionnel, rationnel et efficace.
Et j'aime aussi, bon, on n'a pas parlé ici, mais t'en parles dans le livre, en fait, comment on repense le temps et l'espace avec ces compagnies-là. Je trouve ça très, très intéressant. Je parle de l'automobile et du GPS, où là, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je vais faire une petite parenthèse sur le GPS, parce que pour moi, et là, je vais revenir un peu plus tard sur les choses avec lesquelles je suis un peu plus en désaccord, pas profond, mais un peu plus en désaccord. Je pense que le GPS est un bon exemple. Tu dis, est-ce que c'est la meilleure route qu'on prend? Parce que le GPS nous impose une route, et il y a eu effectivement de nombreux exemples de gens qui ont, donc moins aujourd'hui, parce qu'ils sont probablement mieux faits, des gens qui ont suivi aveuglement des GPS et qui se sont retrouvés dans des situations très difficiles. Bon, il y a eu des exemples au début. Moi, je vois ça légèrement différemment, et je vais revenir un peu plus tard là-dessus, mais il fallait que je m'arrête sur le GPS parce que je trouve que c'est important comme distinction. Si vous vous rappelez, avant les GPS, et quand vous vous promenez en auto en Amérique, disons, c'est moins le cas en Europe, mais disons en Amérique, quand vous promenez en auto en Amérique, vous voyez, remarquez bien que les stations d'essence et les hôtels sont sur le bord des autoroutes. Pourquoi? Parce que généralement, on décidait d'arrêter vers 10h30 le soir quand il faisait nuit et on avait peur de se perdre. Il fallait donc trouver quelque chose qui était tout à fait proche de l'autoroute et qui nous permettait d'y revenir. Donc je me pose la question, est-ce qu'on pourrait aussi considérer le GPS comme une ouverture à des chemins différents? Parce que je n'ai plus peur de me perdre. Et je vous dirais en fait que, dans mon cas, je ne vais pas juger pour vous, mais dans mon cas, si je n'ai pas de... Évidemment, je sais comment me rendre à l'université, à la maison, dans les endroits communs. Combien de fois vais-je suivre une route qui n'est pas la même que d'habitude? Plutôt rarement, hein? Parce que là aussi, j'ai peur de me perdre. Et ce que j'aimerais qu'on explore aussi, c'est comment travaillions-nous à l'époque quand on avait des cartes? Est-ce qu'on prenait le chemin le plus efficace? Peut-être pas, parce qu'on ne voyait pas toujours, mais une fois qu'on avait un chemin, on en déviait rarement. Parce qu'on avait encore de fois peur de se perdre. Donc, ça, la parenthèse. Mais j'ajoute à ce que tu dis quelque chose que tu vas aimer comme anecdote. Donc, à McGill, à un moment donné, bon, là, ça va moins bien, comme vous t'en doutez, financièrement à McGill, mais là, quand ça allait un peu mieux, avant que la CAQ s'énerve, on était en train de refaire la bibliothèque, et ils voulaient faire une grande salle, très cool, sexy, etc. Donc, ils sont venus me voir, puis ils ont dit, ça, je pense, ça va être clair comme anecdote, quelle technologie devrait-on mettre dans cette salle? Je leur ai dit, je pense que c'est la mauvaise question. La question devrait être, comment est-ce que cette salle devrait être le plus riche pédagogiquement possible? Et ensuite, peut-être des technologies ou non. Ça, c'est vraiment mettre, comment dire en français, là, c'est le charrue dans les bœufs, j'avais le en tête. Et je suis absolument d'accord avec cette idée de l'importance de conserver une pensée qui peut se casser, du box. Je pense que c'est absolument fondamental parce que, évidemment, on tombe tous dans ces sillons. Et on tombe dans ces sillons à cause de l'université aussi. Vous pensez comme des avocats, on pense comme des littéraires, on a aussi des sillons dans lesquels on rentre. C'est important qu'il y ait ces détours-là, et c'est ce qu'on fait un petit peu à mon laboratoire à McGill. Bon, mes désaccords, c'est pas des désaccords autant que c'est un positionnement qui est légèrement différent du tien. Donc, je suis plus optimiste que Marcello et j'ai plus foi en l'être humain, je pense, que toi. Je crois un petit peu à la personne héroïque, un petit peu plus que toi. Je pense qu'on a plus, enfin, c'est ma perception, je pense qu'on a plus d'agentivité que Marcello le croit. Ça, j'y crois profondément. Il y a beaucoup plus de résistance, je crois, à ces plateformes que parfois on l'entend. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Tu parlais de Tinder, justement, ça c'est un bon exemple. Un article récent dans The Economist nous montrait en fait que l'évaluation boursière de ces compagnies-là est en train de chuter parce qu'ils perdent énormément d'utilisateurs. C'est un mouvement contraire à Tinder. Les jeunes n'ont plus envie simplement de se voir là-dessus. Ils trouvent ça stérile, désagréable. Ils ont besoin de se retrouver. Donc, il y a une augmentation beaucoup des lieux de rencontre entre personnes. Malgré ce qu'on croit, par exemple, je donne des petits exemples pour montrer qu'il y a de la résistance. Selon un sondage de Pew, la compagnie de sondage américaine, seulement 4% des internautes américains qui croient beaucoup les nouvelles sur les médias sociaux. Les théories du complot, à la grande surprise de tout le monde, selon des méta-études, montrent qu'il y a moins de théories du complot qu'il y en avait avant Internet. Même elles sont peut-être mises de l'avant, mais il y en a en fait moins. Et je pense que ça, vous le savez peut-être, mais l'impact des médias sociaux sur les adolescents est absolument non concluant selon les études. Absolument non concluant. Alors, on ne sait pas, on voit une corrélation entre médias sociaux et comportement. La cause à effet, elle est loin d'être claire.
Et ça, c'est toutes les études le montrent. Les études montrent en fait qu'il y a des adolescents qui sont affectés, c'est-à-dire négativement manipulés par les médias sociaux. Il y en a d'autres pour qui c'est neutre, il y en a d'autres pour qui c'est positif. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup plus de résistance à ces choses-là. Et je ne vais pas revenir là-dessus tout de suite, mais je vais le faire. On n'a qu'à regarder, en fait, je pense, excusez-moi, puisque tu parlais de la liste d'Orlando, des objets inutiles, etc., ben, on n'a qu'à regarder les vidéos de chats sur YouTube. Il y a une inutilité aussi qui pullule dans l'environnement dans lequel on est aussi. Il y a une sorte d'inutilité qui est un peu partout, qui est utilisée aussi. Il y a toutes sortes de listes idiotes qui existent aussi sur Internet. Et pour ça, parce que je pense que tu parles d'impératif, disons, fonctionnel, j'appellerais ça un peu l'impératif structurel, c'est-à-dire que les plateformes nous imposent une structure. Je suis d'accord avec toi, il y a un désir de transparence, il y a une volonté de pousser certaines valeurs qui appartiennent à un milieu capitaliste, certainement. Il y a une volonté de disparaître, c'est-à-dire qu'on s'en aperçoit pas, on a l'impression que c'est naturel, n'est-ce pas? Et une espèce et on fait rentrer dans des sillons. Selon moi, c'est aussi le cas du langage. Donc on peut tout à fait faire l'histoire du langage et dire le langage est né, en fait, il a été utilisé par le pouvoir pour imposer une vision très, très claire du monde. Le langage, semblerait-il, serait né, en fait, pour des raisons capitalistes, c'est-à-dire qu'il fallait compter un petit peu le nombre de moutons que Marcello me donne et moi je lui donne des pains en échange. C'est une structure absolument rigide. C'est une structure qui impose ses valeurs, hein, l'université en étant un des garants, la grammaire, la syntaxe, n'est-ce pas, l'Académie française. Et pourtant, ça permet une folie, l'émergence d'une beauté, du sublime, de l'inutilité. Puis la question que j'aimerais, en fait, pour moi, la question, je pense que c'est aussi ce qui se passe, qui est possible de se passer avec les plateformes. C'est-à-dire que la structure elle-même, elle impose quelque chose de très fort. Vous savez, hein, la langue est très limitée, il y a toute flexibilité dans le langage. Surtout qu'on est rendu à un certain niveau et tous, nous sommes en train toujours de remettre les gens en place, ça se dit pas, etc. Il faut qu'on revienne dans le sillon naturel du langage. Et pourtant, ça permet, tu en donnes des exemples, une espèce de folie. Et je vous dirais que d'après moi, c'est un peu la même chose avec les technologies. Oui, toute cette volonté, je suis d'accord avec toi, la volonté capitaliste, tout ça est là, existe. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est là où on est, je pense, c'est là où notre positionnement est différent. Moi, j'ai l'impression que l'être humain a le goût d'être il aime bien pervertir les choses. J'aime bien la citation de William Gibson, l'auteur de science-fiction des années 90, qui avait un petit peu 80-90, qui avait un peu inventé le cyberpunk, qui disait « The street finds its own uses for everything ». On arrive à toujours pervertir un petit peu les choses. Et pour moi, je pense justement, les vidéos de chat, par exemple, hein, c'est un exemple un peu plus bête, c'est un petit peu cette perversion de ce modèle qui nous veut qu'on soit rationnel et fonctionnel. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je pense qu'on le pervertit. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que je ne suis pas en d'accord du tout avec rationnel, fonctionnel, mais je pense que le rationnel, fonctionnel permet aussi, puis c'est là aussi où je pense toi tu vois un problème, moi je vois un problème, mais peut-être aussi une potentielle ouverture, c'est que dans la transparence de ces plateformes, il y a la diversité des voix qui peuvent aussi s'exprimer. Donc, parce que ces plateformes parce que ça marche, comme tu dis, hein, parce que c'est facile, parce que n'importe qui peut l'utiliser, les voix s'élèvent. Donc, ma mère peut utiliser le texto, une mère monoparentale en Arkansas peut avoir un compte TikTok, un activiste de gauche en Bolivie peut faire des choses. Et il y a des choses étonnantes qui semblent apparaître à cause de la facilité de ces plateformes. Donc, vous avez entendu parler, il y avait un article dans la presse, c'était intéressant pour une fois, là-dessus. C'était sur les conservateurs granola, le crunchy conservative, hein, donc les gens conservateurs qui en même temps sont vegan, mais qui votent pour Trump. Je n'ai pas trouvé cette essure dans votre bibliothèque par musique. Vous pouvez me demander de mettre... Je lisais dernièrement un truc que cette semaine je lisais sur, comment ça s'appelle? Faith Talk, donc l'espèce de promotion de tout ce qui est religieux avec les influenceurs sur TikTok, qui sont en train de déboulonner l'institution. Ils parlent de toutes sortes de choses, emails, toutes sortes de trucs qui n'ont rien à voir
l'institution. Et je pense que ça vient aussi quelque part du fait qu'il y a une facilité, une transparence qui permet aux voix de s'élever. Et c'est d'ailleurs un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que toutes sortes de voix discordantes, l'extrême droite par exemple, ou l'extrême gauche, prenons un truc politique, toutes sortes de voix discordantes, parfois difficiles, parfois abrasives, parfois menaçantes, ont droit de parole, on les entend. Enfin, on les entend. Est-ce que je veux dire, ils existent, ils émergent aussi grâce à Internet. Et c'est une des choses qui fait que la démocratie parfois est compliquée, c'est qu'on entend toutes ces voix. Et si vous vous rappelez bien, encore une fois, que le langage avant Internet, avant ces plateformes, avant les GAFAM, la possibilité de faire entendre sa voix était plutôt réduite, en tout cas au niveau médiatique. Hein, c'était difficile, la télévision, la radio, le cinéma, c'est des choses un peu difficiles. Et la dernière chose que je voudrais dire, parce que ça me semble quand même important, dans l'impératif fonctionnel, encore une fois, j'adore l'idée du bug, je pense qu'elle est absolument importante, mais je pense qu'il faut être rationnel et fonctionnel à cause de l'échelle. Donc, j'ai un laboratoire, McGill, où on fait toutes sortes de choses créatives avec les étudiants, et j'en ai 40. Vous en avez, si je ne me trompe pas, à peu près 70 000 à l'Université de Montréal avec les 2 écoles affiliées. À McGill, on en a à peu près 40-45 000. L'échelle fait qu'on doit aussi être fonctionnel et rationnel. Je pense. Il y a un problème. L'échelle change le problème. Et je pense que rationnel et fonctionnel doit parfois être appliqué, non seulement dans l'échelle, mais dans certains domaines. Je ne veux pas, même si c'est le cas actuellement, mais là on pourra débattre là-dessus, je ne veux pas d'un système de santé qui n'est pas rationnel et fonctionnel. Hein? On le vit au Québec tous les jours, hein? C'est un système de santé un peu irrationnel, c'est très difficile. Je ne sais pas si je veux un système de justice irrationnel et qui ne fonctionne pas. Je ne dis pas qu'il est toujours rationnel et qu'il fonctionne toujours bien. Je ne sais pas si c'est ça vers lequel je veux tendre. Mais je le veux peut-être à l'université. Donc, et encore à l'université, quand j'étais vice-recteur adjoint, il fallait que quelque chose fonctionne parce que j'avais 40 000 étudiants, donc il fallait que je m'occupe. Donc, je pense que c'est juste que je suis tout à fait d'accord, encore une fois, avec la thèse de Marcello. Mais je nous vois plus résilient, puis là-dessus, je pense qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Je nous vois un petit peu plus résilient et un petit peu plus combatif, sans nier toutes les façons dont on se fait manipuler. Absolument, je nie pas ça. On se fait manipuler, on se fait acheter des téléphones, etc. À quoi ça sert? Toutes ces choses-là se tiennent. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je pense aussi qu'il y a une perversion continuelle. Et je pense, en fait, la différence entre lui et moi, c'est que tu donnes des exemples de résistance et de gens qui pervertissent le système, tu en donnes dans ton livre. Moi, je pense qu'ils sont plus fréquents que ceux que tu donnes, en fait. Moi, je pense que c'est beaucoup plus fréquent. Je pense que Marcello voit ça plus comme une lutte qu'un groupe arrive à faire pour résister. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus fréquent qu'on le pense. Mais, tous les glissements dont tu parles, je suis tout à fait d'accord avec ça, je pense qu'ils existent. Alors voilà, je pense que j'ai à peu près dit ce que j'avais à dire dans mes... je vais juste regarder mes notes. Oui, en fait, la dernière chose que je voulais dire, c'est que, et là on pourra en discuter, moi je pense que, parce que les êtres humains sont désordonnés, peu fiables, rebelles, colériques, désagréables, c'est difficile de les rendre rationnels même quand on essaye. Et j'ai l'impression, et là on peut débattre là-dessus, que dans l'impératif fonctionnel, et dans la volonté de transparence, même si on ne s'en aperçoit pas, je pense que ça peut permettre une cacophonie. La cacophonie, c'est un peu ton bas. Je pense que c'est aussi possible. Voilà. Avant de discuter avec la salle, avec l'audience, j'aimerais te donner ce qu'on appelle en droit, c'est lors d'un procès, il y a la demande et la défense, puis il y a une petité de réplique. Donc... Ouais, ben, merci beaucoup. Je vais essayer d'être bref pour laisser la parole, mais merci beaucoup Olivier. C'est toujours stimulant de
d'entendre. Oui, je pense, alors quelques éléments un peu éparpillés. Oui, il y a peut-être une différence entre nous que je suis plus pessimiste que toi, finalement, mais nous partageons, je pense, l'analyse des fonds. Je dirais quelques éléments pour aller dans mon sens d'inquiétude. Et puis un élément en réalité pour aller dans ton sens, parce que tu m'as convaincu avec ce que tu as dit à la fin, surtout. Alors, première chose, il y a à mon avis une différence d'intensité des concentrations qu'on vit dans les dernières années et il y a quelque chose d'inédit. Tu disais, et donc qui va dans le sens d'être plus inquiet. Parce qu'on est d'accord, hein, là ici on n'est pas dans dans deux visions opposées. C'est plutôt une question de niveau. Est-ce qu'on doit être plus content ou moins content? Voilà, c'est plus ou moins ça. Alors moi, pour le moins content, je dirais la question de l'intensité. Si on fait la différence entre les web des années 90 justement et les web d'aujourd'hui, moi je suis pas très, je vois pas la chose comme regardez, c'est génial, il y a que du progrès. Bien sûr, il y a plein de choses géniales qui n'existaient pas. Je trouve génial qu'il y ait des algorithmes qui savent manipuler la langue naturelle, par exemple, c'est génial. Mais en même temps, les rêves de cet espace de liberté absolue où chacun faisait ce qu'il voulait, etc., là, c'est fini. En fait, il y a une concentration hallucinante. Et là, je le vois même sur des choses très simples. Par exemple, mettre un site web en ligne, dans les années 90, paradoxalement, était plus simple qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, avec 3 compétences d'HTML, tu prenais ton truc, tu le mettais, puis il restait 10 ans, et personne ne touchait. Aujourd'hui, si tu passes pas par une GAFAM, justement, tu peux rien faire. Tu mets du HTML sur Internet, 5 minutes après, certificat de sécurité, truc, etc., il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est-à-dire que concrètement, on est... Et alors, par rapport à l'exemple que tu faisais du langage, c'est un peu vrai, mais le langage n'est pas dans les mains des 3 sociétés. Donc c'est ça qui est un peu... Mais il a été dans les mains du pouvoir. Oui, mais d'un pouvoir beaucoup plus disséminé que Google et Facebook, tu vois. Mais si tu regardes ce qui s'est passé par exemple en France ou ce qui se passe en mandarin en Chine, il y a une volonté d'écrasement. Tout à fait, tout à fait. Très centralisé. Tout à fait, c'est vrai. En tout cas, moi, cette centralisation-là me semble aujourd'hui particulièrement forte aussi parce qu'elle est supranationale, c'est-à-dire que tu sais, là, tu dis de la France, oui, mais après, l'Angleterre, c'était une autre chose, puis ils se faisaient la guerre. Là, on ne se fait plus la guerre. Tu sais, c'était bien de se faire un peu la guerre, justement pour avoir des visions différentes. Deuxième élément, c'est sur les rapports, est-ce qu'on veut que tout soit dysfonctionnel? Là, en effet, on pourrait discuter. Je serais peut-être même prêt à faire une défense de la dysfonctionnalité, pas de l'irrationalité peut-être totale, mais de la dysfonctionnalité totale, mais c'est un autre sujet. Pour moi, ce qui compte est surtout que le paradigme fonctionnel doit être un paradigme. Peut-être même le paradigme dominant, sur ça on peut discuter, mais pas le seul, pas universel et pas indiscutable. Parce que sinon on arrive à dire que justement si je lis un roman ça doit servir à quelque chose et moi je veux pas qu'on me demande à quoi ça sert de lire un roman parce que je pense que donc ça c'est pour moi ce qui est radical et sur quoi je suis pas prêt à discuter. Je suis prêt après, et ça c'est amusant, hein, d'essayer de dire est-ce qu'on veut une société où justement le droit ne fonctionne pas, la médecine, tu vas chez le médecin, il n'est pas là, comme c'est le cas. Est-ce que c'est préférable? Bon, ça peut-être on peut en discuter. Mais quand même, le fait de pouvoir dire non, parfois, je veux avoir le droit de dire non, ça marche pas, ça sert à rien et je suis content comme ça. Donc ça c'est. Et peut-être dernier élément pour aller dans ton sens, ce qui me semble intéressant, c'est que peut-être à cette concentration si forte et à cette uniformisation si forte ne correspond pas une réelle uniformité des gens et des pratiques. C'est-à-dire que, je le dis autrement, il y a des grosses concentrations de pouvoir qui nous font voir que le monde est tout plat, mais peut-être, et ça c'est mon espoir, quand on va regarder justement mais qu'est-ce qu'il fait le bonhomme là, ou la bonne dame là, avec son GPS, peut-être on se rend compte qu'en fait elle fait des trucs complètement délirants et complètement dysfonctionnels. Et en fait, peut-être, ça c'est mon ouverture aussi aux bagues, c'est-à-dire que peut-être c'est
héros et héroïnes là ne sont pas vraiment des héros et des héroïnes qui vont changer les mondes, parce que le monde dans son ensemble reste cette image qui est donnée justement par des grosses concentrations de pouvoir, mais que finalement, dans les micro-pratiques, dans les micro-histoires, pour utiliser les mots qu'utilisait l'historien, d'ailleurs, Carl Hogin, pour parler de la micro-histoire, hein, il disait arrêtons de faire l'histoire du roi, de la reine, et allons voir ce que faisaient les paysans Gaston dans sa ferme. Et puis en fait, les paysans Gaston, ils faisaient tout autre chose, et c'était très intéressant ce que faisaient les paysans Gaston, alors que, bah, évidemment, il n'y a pas de documents, trucs, etc. Donc peut-être, c'est ces types de résistances qui du coup sont aussi... Mais là, alors tu vois... Et ça, c'est mon erreur, mais peut-être aussi notre capacité de voir des choses, c'est que bah, quand on pense au détournement, on pense au grand artiste, tu sais, qui fait les gestes et qui a tout compris de comment ça fonctionne, donc avec une littératie super poussée, parce qu'il est capable de démonter l'ordi et puis de faire une œuvre d'art, alors que peut-être il faudrait regarder ce que fait les paysans Gaston avec son iPhone. Je vais juste ajouter un truc où je suis d'accord avec toi, en fait, tu me fais penser, tu parles de site web. Là, je veux dire quelque chose qui va tout à fait dans ton sens, parce qu'avec mes étudiants, on parlait dernièrement de GeoCities. GeoCities dans les années 90, tout le monde faisait son site web, c'était vraiment florissant, c'était essentiellement très laid, mais il y avait toutes sortes de trucs très différents. Et aujourd'hui, les sites web sont à peu près identiques, ils sont vraiment très identiques. Et ce que je disais à mes étudiants, c'est que, pour avoir vécu cette période-là, le site web était une façon de s'exprimer dans les années 90. Ça ne l'est plus aujourd'hui. C'est plutôt une vitrine. Ce qui m'inquiète, pour aller dans ton sens, c'est que les façons de s'exprimer, elles deviennent aussi propriétaires des GAFAM. C'est donc mon profil, mes profils visuels, mes images sur Instagram, sur TikTok, le nombre de likes. Et ça, effectivement, ça réduit beaucoup la possibilité de comment je me projette et je me représente dans la société. Parce que si on voit justement ces sites web, il y avait la grand-mère qui mettait des petits chatons qui avaient l'air de cartes de Noël, puis à côté vous aviez des choses un petit peu plus artistiques, etc. C'était tout à fait mêlé. Il y avait des expressions de représentation qui étaient intéressantes et qui étaient variées. Aujourd'hui, ça a disparu avec les sites web et ça semble être très contrôlé. Ça, c'est un petit peu ce que tu disais avec Tinder, c'est très contrôlé. Hein? Ce qui émerge d'Instagram et l'équivalent, c'est assez contrôlé par rapport à des standards qui sont très, très réduit par rapport à ce qu'on considère beau, intéressant, etc. Donc là, vraiment, je vais dans ta direction et ça me causait des problèmes, disons, assez... On va prendre les questions avec la salle, puis juste pour votre gouverne, pour la cinquantaine de personnes en ligne. Normalement, il y a des captations très technologiques à travers le plafond, donc normalement, si c'est pas le cas, nous, tenez-moi au courant, mais les gens en virtuel sont capables d'entendre les questions. Avant que tout le monde choisisse ses questions, moi je vais y aller de mes commentaires, questions, si vous permettez. Moi j'ai adoré vos interactions, ça me faisait penser cette discussion-là, optimiste, pessimiste, à une vidéo entre Bernard Stiegler et Michel Serres, le premier étant un pessimiste éternel et l'autre étant un pessimiste qui a muté. Michel Serres, moi qui est vraiment mon auteur chouchou, je ne sais pas si vous avez lu la biographie de François Doss, là, qui est sortie récemment sur Michel Serres, qui est extraordinaire. Et Michel Serres, en 2014-15, donc au début de la femme, a commencé à dire mon optimisme, basé sur Wikipédia, est en train de s'étioler un peu. Mais ce qui était intéressant dans cette discussion Stiegler, puis je le sentais un petit peu en vous, puis c'est pas anormal, mais puis vous verrez ce que vous en pensez, mais au-delà de toute cette réflexion, de ces savants savoirs que vous avez tous les deux, moi je ressens une émotion. C'est beaucoup dans l'ordre de l'émotion, du ressenti. Parce que j'ai adoré ton livre, et puis j'ai adoré, encore une fois, le podcast qu'il a fait lire. Mais, comme Xavier Delaporte, des fois t'exagères, des fois tu fais l'avocat du diable. Zoom a été extraordinaire les premiers mois. Je disais ça, soit on fait rien. Quand on compare le Canada à la France, moi j'ai des collègues pendant, même, j'ai une mémoire des dates, là, le 13 mars, quand tout a... Mais moi j'avais des collègues en septembre en France qui faisaient encore des vidéos sur YouTube. Avec un téléphone devant eux, Zoom a été
au moins pour la période d'urgence, Tim a été extraordinaire pour continuer à faire des procès. Tim, ça a été extraordinaire pour continuer à faire des actes notariés. Donc, je dirais, j'aime bien le propos d'Olivier sur le fait de dire que rationnel et fonctionnel, en fait, doivent sans doute se cumuler ou à des périodes différentes, en fait, sont consubstantiels en fait, la même action peut être autant rationnelle que fonctionnelle. Je vais défendre Marcello, même si je n'ai pas besoin. J'allais le faire. Pour moi, le problème de Zoom, c'est pas qu'on l'a bien utilisé dans la période d'urgence, c'est qu'on n'a rien changé depuis. On n'a pas regardé l'impact que ça a eu depuis. Parce que la période d'urgence, c'est une chose. Il fallait réagir là, sur l'indice, hein, du jour au lendemain, il fallait... OK. Mais on n'a rien fait depuis, puis on s'est en fait laissé... On s'est adapté à ces choses-là, mais je vais te laisser répondre. Et moi, j'ajouterais juste aussi, parce que ça, mais c'est pas toujours lui qui le dit, c'est le refus institutionnel de considérer des plateformes propriétaires. Donc, utiliser des outils pour faire des vidéoconférences, pour permettre à des gens dans des régions éloignées d'avoir accès à des services. On l'a découvert, ça marche, on devrait continuer, il y a plein de choses. Est-ce qu'on a besoin de rester chez Teams et chez Zoom, plutôt que d'installer au service informatique de nos collègues en haut de la montagne un serveur qui pourrait faire du Blue Button ou du Jitsi, et puis on fait tourner les choses et on s'éloigne des serveurs qui sont aux États-Unis et tout ça. Là, il y a un refus de la facilité des institutions qui disent... Déjà, tu sais qu'au début, ils voulaient pas faire Zoom parce qu'on avait payé la licence de Teams. Donc au début, ils ont dit on va tous faire Teams. Oui, mais Teams, ça marche pas pour des groupes de 400. Donc là, ils ont acheté des licences Zoom, mais ils étaient un peu embêtés parce qu'ils avaient déjà signé pour Microsoft. Donc là, maintenant, il y a toujours un peu le débat de à quel moment ils ont arrêté les licences Zoom pour les étudiants, par exemple. Ils n'ont plus le droit d'avoir les... Donc il y a toujours un peu un retrait, mais ça, c'est économique, c'est pas idéologique, c'est juste pour pas oublier plusieurs choses. Mais la volonté de pas aller plus loin en se disant oui, on a besoin d'avoir des outils qui permettent de faire des réunions virtuelles, de faire des choses comme ça. Est-ce qu'elles devraient être dans des plateformes propriétaires qui sont vendues comme plus faciles ou que tu les as déjà sur ton ordi ou des choses comme ça? C'est peut-être un autre point qui parfois est un peu plus problématique, je pense, par rapport à ça. Là, on n'a pas plus de temps. Oui, je réagis surtout à ton commentaire, t'exagères. Oui, mais justement, c'est un peu le point. C'est-à-dire que la raison de la provocation et de l'exagération, qui est un de mes fonctionnements rhétoriques, hein, c'est que justement l'exagération est dysfonctionnelle. C'est-à-dire que justement, elle n'a pas comme objectif de faire bien organisé. Hein. C'est pour ça que j'ai dit la philosophie ne sert à rien. S'il m'avait appelé au rectorat au moment de la crise, j'aurais empiré la crise. Je pense que j'aurais eu raison. C'est-à-dire, est-ce que l'objectif était de remettre en place l'université rapidement ? Moi, en tant que philosophe, mon objectif n'aurait pas été celui-là. Est-ce que la société, là on peut discuter si la société doit plutôt avoir des gens comme moi et des philosophes ou aussi d'autres. Et peut-être on sera d'accord que c'est mieux de ne pas avoir des philosophes à un moment de crise. Hein. C'est possible, c'est l'idée des Romains, justement, on met les dictateurs en temps de guerre, hein, parce que ce qui est important, c'est que les décisions soient prises, on s'en fout de... Là, on ne va pas perdre du temps à demander l'avis des gens, parce que il faut renvoyer l'ennemi. Donc voilà, ça c'est possible. Je ne partage pas du tout cette rhétorique, mais je peux l'entendre. Mais ce n'est pas mon rôle. En fait, mais la question devient encore plus grave. Donc, même au début de la crise, peut-être on aurait pu se poser. En tant que philosophe, je me pose la question, c'était quoi nos objectifs? Est-ce que l'objectif de faire fonctionner les cours était vraiment un objectif? De faire fonctionner les procès, c'était vraiment un objectif? C'est ça qu'il fallait faire? Je ne sais pas. Je me pose la question. En tant que philosophe, je me pose la question. Je n'ai pas une réponse, mais je me serais posé la question. En me posant la question, j'aurais fait perdre du temps. Ça n'aurait pas fonctionné, on aurait perdu plus d'argent, etc., etc. Donc, en effet, je revendique mon rôle de bug. Ça, c'est une chose. Mais peut-être, admettons, et là je reviens sur ce que disait Olivier, admettons qu'à ce moment-là, il a été important de trouver la solution, whatever, la solution devait être, mais quand même le premier truc qui me tombe sous la main parce qu'il y a l'ennemi aux portes, puis voilà. Mais la preuve que c'était pas ça, c'est justement que 5 ans sont passés, 4 ans, je sais plus combien, en fait, rien n'a bougé. En fait, là, il y a eu un adoptionnisme poussé où on a adopté des solutions
qui ont été naturalisés, puis des gens qui disaient jamais de la vie une vidéoconférence pour une thèse. J'ai eu des collègues qui criaient à l'idée. J'avais tous mes doctorants en co-tutelle encore aujourd'hui, et en fait, à l'époque, j'ai eu des collègues qui hurlaient quand je leur disais, excuse-moi, mais vraiment c'est important que je prenne un avion pour venir à Rennes pendant 2 heures? Excuse-moi, mais c'est pas... Et les mêmes collègues aujourd'hui, si j'ai dit, peut-être ça serait bien de se voir, non, Zoom. Et voilà, et ça Zoom, c'est pas peut-être d'autres choses, peut-être voilà. Donc le manque, les choses ont été naturalisées de manière absolument. Et alors une autre chose dans ce sens, c'est justement le fait que les universités ont de plus en plus la politique de ne pas avoir des services techniques, mais d'avoir à la place des services techniques des gens qui achètent les licences. Et en fait, là, c'est vraiment l'exemple du solutionnisme. Hein. C'est l'idée de dire, en fait, j'ai pas besoin d'experts, j'ai besoin des gens qui achètent des solutions faites. Et parce que comme ça marche. Et puis, ils les achètent sur quelle base? Sur la base, justement, de ceux qui fonctionnent le mieux. Donc, ça, c'est ce que je dirais. Je pense que la fonction de la pensée critique et la fonction de la philosophie, c'est justement, parfois, d'exagérer dans l'essence de dire, même quand tout semble naturel. C'est évident qu'on est en crise, on veut repousser l'ennemi, ok? Même dans ces cas-là, quand on a l'ennemi aux portes et puis on se dit, attends, qu'est-ce que tu veux réfléchir là? Il faut que tu le renvoies. Je pense que le rôle de philosophe, c'est de se dire, peut-être pas. et peut-être non, c'est pas ce que je voulais faire. Et donc, peut-être, et en effet, le livre a été écrit pendant la pandémie, j'étais très fâché, donc tu as raison sur le fait de dire, ça vient d'un ressenti, hein, il y a beaucoup d'émotions dans ce que je raconte, oui, et la pandémie en a fait partie, c'était pas la seule chose, mais en a fait partie, et en fait... Donc, vous auriez préconisé quoi comme philosophe pendant la pandémie? Si vous poursuivez votre pensée... J'aurais, et c'est ce que j'ai demandé, hein, dans ces cas-là, j'aurais demandé des moments de réflexion sur les objectifs fondamentaux. Et alors, la réponse que j'avais à l'époque, c'était, non, mais on est dans l'urgence, soit, mais la preuve que j'avais raison, c'est qu'encore aujourd'hui, on l'a pas fait. C'est-à-dire, moi, à l'université, typiquement, j'avais essayé, mais j'ai été traité de trumpiste quand je l'ai fait, hein, parce que donc, ils m'ont dit, t'es complotiste, tu dis que la Covid n'existait pas. Alors que c'était pas du tout mon propos. Mon propos était de dire, excusez-moi, est-ce qu'on peut se poser un instant dans l'assemblée qu'on fera sur Zoom, d'accord, si on peut pas se voir, mais est-ce qu'on peut se poser juste la question de quelles sont nos priorités? C'est quoi qui est important pour nous? Est-ce que l'enseignement des premiers cycles, c'est quoi l'enseignement des premiers cycles? Pourquoi il est important? Est-ce que c'est de se voir? Est-ce que c'est de discuter? Est-ce que c'est de lire? Est-ce que c'est quoi nos priorités? C'est quoi un cours, par exemple? Moi, j'aurais réfléchi j'aurais voulu poser ces questions et on m'a dit, on n'a pas le temps. Donc, va sur Zoom et fais pas chier. Et en fait, c'est ça que j'ai trouvé. La pandémie aurait pu être prise comme point de départ pour une réflexion globale. Alors, quand je regarde par exemple les investissements sur les budgets et les investissements en armée dans plusieurs pays occidentaux qui, après la pandémie, ont encore coupé les dépenses pour la santé et investi en frais militaires. En Italie, parce que je connais les chiffres, ça a augmenté de 4% les frais militaires. Et après, ils se plaignaient que c'était les chars qui allaient chercher les morts. Bien sûr, si tu achètes des chars, tu n'as pas d'ambulance. Achète dans les ambulances, tu auras les ambulances qui vont chercher les morts, et les chars, tu vas pas en avoir. Donc, en fait, ça, c'est ce qui a marqué, à mon avis, c'était vraiment un exemple incroyable du manque de volonté d'avoir une réflexion de fond dans laquelle on puisse aussi se donner la possibilité de se poser des questions générales. C'est quoi que je cherche? Pourquoi ça? Et ça, c'est l'impératif fonctionnel, parce qu'en fait, c'est une question qui n'est pas légitime. Parce que ce que tu cherches est évident, et dans la pandémie, on l'a bien vu. Qu'est-ce qu'on cherchait? À maintenir stable l'économie. Ce qui est un objectif, et je veux dire, moi je suis anticapitaliste et anarchiste, mais c'est mon problème. Je dis pas que c'est pas un objectif légitime. Ça peut l'être, et peut-être ça correspond à ce que veulent la plupart des gens, et puis je me plie à la majorité. Est-ce que c'est explicite? Est-ce qu'on est prêt à se mettre autour de la table et dire, écoute, c'est quoi que tu veux toi? L'économie c'est la chose la plus importante. D'accord, allons-y. Et on a décidé. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Et en fait, dans les choix que nous faisons dans ces plateformes générales aussi, c'est pas que j'ai décidé qu'en effet, ce que je voulais, c'était arriver plus rapidement. C'est juste que l'application m'envoie là, et puis j'y vais, et puis je réfléchis pas. Donc, très rapidement, parce que je sais que les gens vont te parler très rapidement, je voudrais aussi qu'à un moment donné, on regarde ça, parce que on va avoir été dans l'administration senior d'université, la McGill, la Concordia, et ensuite être retourné prof.
on a une part de responsabilité, nous les profs, parce que ce qu'on veut beaucoup, excusez-moi du langage, on ne veut pas être emmerdé. Okay? Donc, il faut que les choses fonctionnent pour les profs aussi. Donc, je veux que le système informatique fonctionne comme mon ordinateur bug. Je veux que quand j'appelle IT, ils me répondent rapidement. Je veux que les choses fonctionnent. Et je dirais que c'est pas juste question de paresse ou d'impérialisme ou de capitalisme. Je dirais que c'est aussi important sur la capacité de penser. C'est-à-dire que si je vis dans un monde dysfonctionnel continuellement, je ne sais pas si j'aurai la capacité de réfléchir et de penser. J'ai besoin d'un certain confort intellectuel, physique, etc. pour penser. D'ailleurs, c'est l'histoire de tous les penseurs, en tout cas occidentaux, depuis 2000 ans. C'était quand même pas Gaston, comme tu dis, qui travaillait dans les champs, qui n'avait pas le temps. Donc, je me demande s'il n'y a pas aussi quelque chose, s'il n'y a pas aussi un positif là-dedans. C'est-à-dire que dans la facilité du fonctionnement, il y a un espace qui nous permet justement de réfléchir et d'être créatif. Je me pose cette question-là. Je vais arrêter parce que je suis sûr qu'il y a des gens. Moi, j'ai plein de questions, mais il y en avait une dans la salle tout à l'heure. J'ai une personne en ligne juste après. D'abord. Oui, j'ai vu votre nom. Jean-Noël Bérubé. Ce que je me demandais tout simplement, Marcelo, c'est qu'au fond, on en revient à l'idée de ce qui a déjà existé comme un connu comme la simplicité volontaire. L'Internet se finance à partir de la géolocalisation. Donc, vous pensez chercher un chemin, mais bien au-dessus de vous, de manière anonymisée, il y a l'ensemble de tous les usagers de tous ces téléphones intelligents qui sont pistés et depuis le début de l'Internet avec les cookies, ces merveilleuses technologies, et finalement, il y a un profil qui est tracé, comme vous le disiez tantôt, et finalement, la simplicité volontaire, c'est de dire, moi, j'ai un ordi qui date de 2007, je sais pas, même, peut-être sa géolocalisation, je suis pas sûr. Donc, non. Et ça, je suis capable de brouiller les pistes. Et comme vous disiez tantôt, ça me donne la capacité de penser, d'être un individu. Je suis pas emporté dans la tourmente. Je suis pas attaché à un téléphone comme si c'était un chat, comme si c'était un être humain. Je suis libre de penser. Alors, est-ce qu'il y a une question de simplicité volontaire puis d'importance de brouiller les pistes dans le bug volontaire? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. C'est une très belle question. Et la réponse est oui. Alors, pour ne pas utiliser simple, qui est aussi utilisé beaucoup par les GAFAM, hein, c'est simple, etc. J'aime tous les discours sur la low-tech, opposé à la high-tech, donc la technologie simple, justement. Et je pense que c'est quelque chose d'assez important pour plusieurs raisons. Une raison est le fait de ne pas choisir des technologies compliquées par défaut. C'est-à-dire, là, on trouve des fois vraiment des usages aberrants qui sont utiliser des technologies très 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 puissantes pour faire des choses finalement qui demandent des technologies très très simples. Alors typiquement, là, si c'est bien pour visualiser les questions d'Olivier d'utiliser un calepin, j'ai peut-être pas besoin d'un super iPad qui me permet de faire la même chose mais en consommant. Donc, le fait de se poser la question me semble important parce qu'évidemment, le plus la technologie est basse, le plus nous sommes capables de la gérer et de la comprendre. C'est un peu l'exemple que fait alors un livre que j'aime beaucoup, c'est un livre de Crawford qui s'appelle L'éloge du carburateur, donc qui est un autre éloge. Et Crawford, ce qu'il dit, c'est justement, il fait toute une analyse de les nouvelles voitures dans lesquelles on peut rien faire parce qu'il y a des trucs électroniques, etc. Donc même les mécaniciens, il ouvre, il comprend rien. Et en fait, très souvent, il y a des problèmes parce que c'est juste compliqué pour être compliqué. C'est pas la surtechnologie n'ajoute rien. C'était pas que j'avais un besoin, c'est que je me suis fait prendre et puis donc oui, une recherche de la plus basse technologie possible, à mon avis, est une bonne hygiène de vie aujourd'hui parce que ça permet une certaine liberté. Hein. C'est la liberté de ne pas dépendre des choses dont on n'a pas besoin, finalement. Alors là, je suis vraiment en désaccord avec vous deux, complètement. Je vous poserai la question, quand vous dites une simplicité volontaire, c'est quoi? Parce que, on peut dire, je ne suis pas accroché à mon téléphone, je suis complètement accro à l'électricité. Je suis complètement accro à la filtration de l'eau. Je suis complètement accro au système d'utilisation des déchets. Je suis complètement accro aux matériaux de construction. Et même quand tu dis de low-tech, moi je dirais c'est quoi low-tech? Parce que toutes ces technologies-là, j'ai aucune idée de comment ça fonctionne.
j'allume la lumière, comme, wow, je me pose même plus la question combien c'est génial. J'ai de l'eau chaude et de l'eau froide propre qui sort des tuyaux. Ouais, c'est un peu de la magie. Donc, ce que je veux dire, je pense qu'il y a aussi, je suis pas contre ce que vous dites, mais je veux dire, il y a une question de définition aussi. Je pense qu'on considère des choses technologiques, on les considère comme moins graves parce que on a vécu avec. Donc, Douglas Adams, qui avait écrit Hitchhiker's Guide to the Galaxy, a une petite blague et il dit tout ce qui a été créé quand on est jeune et normal et fait partie de l'ordre du monde, tout ce qui a été créé entre 15 et 35 ans de technologie, on pense qu'on pourra faire trouve ça intéressant, on pourra avoir un travail, tout ce qui a été créé après 50 ans, on pense que c'est contre l'ordre naturel des choses. Donc, ce que je veux dire, il y a des définitions des choses qu'on considère naturelles, mais qui ne le sont absolument pas. Ce lieu dans lequel on est n'est absolument pas naturel, il est hautement technologique. Sans téléphone, même si on enlève tous les écrans et tout, si on était juste réunis entre nous, la chaleur, etc. Donc, j'ai une réponse à ça qui va dans l'essence de l'équation, justement, et qui est, alors je ne me rappelle plus de son nom, mais c'est Bruce, qui s'appelle Guillaume Bruce, je pense, qui propose l'équation entre haute compétence, basse technologie, et basse compétence, haute technologie. Et je trouve que c'est assez intéressant, c'est-à-dire que on utilise des technologies des plus basses quand notre compétence est élevée, et quand notre compétence est basse, on utilise des technologies élevées. C'est-à-dire que si je suis super bon en électricité, en fait, il me suffit de 2 câbles, puis je me fais mon truc et ça fonctionne très bien. Si je ne comprends rien, je vais acheter le dernier circuit tout fait qui va être super compliqué et de toute manière, je ne comprends rien. Alors, je pense que surtout le point est d'être sensible à cette équation. C'est-à-dire que il faut se situer là-dedans et savoir qu'à chaque fois que je vais vers la haute technologie, je suis en train d'abandonner une partie des compétences et que, évidemment, je ne peux pas tout savoir, mais donc je joue avec ça. C'est pour ça que, après, moi, je suis assez curieux et je pense que une recherche un peu systématique de basse technologie signifiant aussi une recherche systématique des hautes compétences est quand même une bonne attitude. C'est quoi une basse technologie? Justement, une technologie dont je suis capable de la comprendre. Et du coup, ça veut dire que à chaque fois, tu fais ton équilibre entre ce que tu es prêt à abandonner parce que tu ne le comprends pas, et ce que tu n'es pas prêt à abandonner, mais donc il faut que tu le comprennes. Et du coup, c'est à la fois le fait de te pousser à comprendre. Tu vois, moi j'adore le bateau pour ça, je suis un voileux pour ça. Parce que dans les bateaux, en fait, tu essaies de trouver un équilibre où tu as toutes les technologies assez complexes qu'il te faut pour survivre, mais en même temps, il faut que tu sois capable de les réparer toutes, parce que sinon, ça ne sert à rien d'avoir un super système si au bout de 2 jours, tu es plus resté. Donc, en fait, c'est cette équation. Et ça, je dirais, c'est... Évidemment, c'est un équilibre, et puis tu te dis, ok, est-ce que je renonce à l'électricité? Peut-être pas, mais est-ce que je renonce à cette technologie incompréhensible et super compliquée, donc finalement, peut-être, je n'ai pas quoi faire. Tu vois, c'est ça donc replacer tout le temps les curseurs, et en fait, pour moi, c'est ça. Là, j'ai fait des trucs assez complexes avec mon ordi, par rapport à l'usager lambda. J'ai fait du code, j'écris des algorithmes, etc. Et pourtant, ça me suffit largement. Alors que la plupart des gens ont un Mac neuf qui a coûté 15 fois le prix de celui-là. Et en fait, ils l'utilisent pour écrire. Ce qu'ils auraient pu faire avec une machine à écrire des années 30. Voilà. Donc, tu vois, le fait, c'est de dire... Mais tout à l'heure, tu parlais de l'éloge du carburateur. Ça m'a beaucoup frappé parce que avant d'avoir... quand j'étais plus jeune, j'avais des autos, évidemment, des minounes. Et combien de fois je me suis fait baiser chez le réparateur parce que je n'y comprends absolument rien, même dans l'analogique. J'y comprends pas plus dans le monde auto du numérique, mais je comprends rien non plus. Donc, je me demande, est-ce que c'est une basse technologie ou c'est une technologie spécialisée qui, même pour moi, déjà là, le pas est immense. Et je me pose la question, puis on pourra en parler, est-ce qu'il y a une question d'intelligence collective? C'est-à-dire que l'auto qui est réparée par le mécanicien, la Datsun de 1960 qui est réparée par le mécanicien, ok, on peut apprendre à la réparer. Je pourrais, à la rigueur, apprendre à la réparer, même si j'ai pas envie de le faire. L'auto high-tech électrique qui est une boîte noire et qu'on est en train de regarder avec des ordinateurs, d'ailleurs on a des senseurs.
Mais est-ce que l'intelligence collective humaine la comprend? Et justement, elle la comprend. Ok, là, il y a un autre problème. Je vais essayer de répondre super vite parce que sinon, il n'y a que moi qui parle, mais il y a un autre problème. C'est un problème d'opacité systémique. Et donc Non, là, on est il y a d'accord, une chose que, en fait, même les plus grands experts d'algorithmique, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Ben, Là, pour l'informatique générative, je suis d'accord avec toi. mais non, pas seulement pour la voiture. En fait, là, ce qui se passe, c'est que concrètement, l'expert ne peut pas regarder dedans, aussi pour des raisons juste de droit, que les logiciels sont fermés. Donc, en fait, là, tu vois, dans l'équation, où je suis d'accord, il faut se placer, mais quand même, il y a des choses qui sont clairement aberrantes. C'est-à-dire un truc super compliqué, on ne sait pas ce qu'on fait, qu'on ne sait pas ce qu'il fait, et qui est designé pour faire en sorte qu'il ne soit pas possible de savoir ce qu'il fait. Et donc là, tu vois, tu te dis, mais il est super technologique. Oui, Mais pourquoi, pour revenir à ta question, à quoi ça sert? Oui, être propriétaire, oui, à vendre plus d'autos, oui, à nous faire acheter d'autres autos, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça sert quand même à avoir des autos qui sont beaucoup moins dangereuses qu'elles l'étaient. Oui, mais est-ce que... beaucoup moins dangereux. Tout à fait, beaucoup moins dangereuse, c'est vrai. Mais là, encore une fois, il y a plein de questions, justement, de fond à se poser. Encore une fois, penser que nous sommes dans une équation, à quel point je suis prêt à renoncer à savoir où je vais, ce que je fais, mais j'ai évité des morts. Ah bon, on pourrait se dire, bah oui, évidemment, mais quand on va après analyser, on voit que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Est-ce que, tu sais, on augmente vraiment, on diminue quoi, depuis quelle perspective? Donc voilà, il y a une série de réflexions de fond à avoir, et je pense que là, la question de l'équation, le fait de ne pas se poser ce qui m'énerve, hein, c'est cette passivité d'une acceptation comme si c'était la seule bonne chose rationnelle. On est d'accord, Voilà. mais dans l'irrationnel, je reprends l'idée de l'automobile, parce que vous connaissez un peu l'histoire des vieilles automobiles, les Pinto de l'époque, les cercueils roulants par exemple. Dans l'irrationnel, il y a aussi la possibilité de corruption. Dans le rationnel fonctionnel, il est peut-être moins là. Si on parle de construction, okay? Donc, si vous vous rappelez des autos qu'on disait à l'époque, il ne fallait pas acheter une auto qui avait été construite le vendredi, là, cette histoire-là, parce que les gens étaient fatigués puis ils construisaient moins bien les autos. Bon, c'est pas une corruption autant qu'un laisser-aller, un désœuvrement, etc., une paresse, etc. C'est peut-être moins facile, c'est dans les régimes, disons, de gouvernance chaotique où il y a plus de corruption que je pense que dans les régimes moins chaotiques. Je ne dis pas que c'est une équation parfaite. Et peut-être dans le rationnel, il y a peut-être aussi, une diminution de la possibilité de la corruption. Il faut mettre une blockchain pour savoir quel jour l'auto a été fabriqué. Alors, moi, la blockchain, c'est la technologie que j'adore détester, mais votre propos, Il y a quelqu'un aussi comme Monsieur Jourdain, est très très juridique, hein, et notamment, on a désormais des dispositions applicables sur le besoin d'explicabilité qui est devenu en matière de vie privée, par exemple, une exigence, et qui devient de plus en plus en matière de consommation, par exemple, comme faisant partie du produit, en fait, comme étant. Donc, vous faites que Monsieur Jourdain a du droit sans le savoir. J'avais une question juste derrière moi. Il y a une question en ligne que j'ai pas oubliée, hein, mais. Je peux venir après celle en ligne, sinon. Moi, c'est 3 petites remarques. Ah, mais c'était pour mettre. Moi, je vous ai vu après. J'essaie de garder un. Bon, mais dans ce cas-là, je peux procéder. Allez-y. D'accord. Bonjour, je suis Julie Latour, avocate. J'ai vraiment apprécié vos propos respectifs et merci beaucoup pour votre passion et votre éloquence à tous les deux. Et, alors, professeur Vitali Rosati, votre propos s'inscrit dans la foulée de deux éminents compatriotes italiens à vous, Alessandro Baricco et son ouvrage The Game sur l'univers numérique et qui porte beaucoup sur l'individualisme de masse et aussi la fin des intermédiaires, et Italo Calvino pour toute son œuvre et sa créativité extraordinaire de Si par une nuit d'hiver un voyageur à tout le reste, qui est une rupture littéraire qui est intemporelle dans sa qualité. Mais quand je voyais vos échanges respectifs, c'est presque le retour à Wittgenstein et le Tractatus Logicus, philosophe de rejoindre la poésie, la science. Et un autre élément auquel ça me faisait penser, c'était les catégories de la fameuse bibliothèque de A.B. Warburg,
Donc, de trouver d'autres façons de penser le monde. En tout cas, merci vraiment de poursuivre cette réflexion. Et comme juriste, c'est très nourrissant. Et comme le disait le professeur Gautret, il y a quand même des jalons posés avec le droit. Mais ce questionnement essentiel, il doit être à toutes les étapes. Et vous le rappelez. Trois petites remarques. Jacques-Claude Hébert, avocat. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la technologie, c'est comme la beauté. Ça fascine et ça attire et ça peut vite devenir très hypnotique. Ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de monde qui sont littéralement hypnotisés par la technologie. Peut-être pas pour leur plus grand bonheur. Deuxième remarque, c'est un peu ontologique, là. Je vous dirais que, je reviens là-dessus, la philosophie, il est enseigné depuis des lustres dans tous les lycées français que c'est pas utilitaire. Ça sert à rien. Peut-être. Mais moi, je dis que ça sert à l'être. La philosophie nourrit l'être et permet à l'être d'être, peut-être, espérons, une meilleure personne, puis d'être, comment je pourrais dire, d'être capable d'agir de d'autres façons, de nouvelles manières dans la vie. Et pour ce qui est de l'intuition, je voudrais juste faire remarquer que l'intuition, en philosophie bouddhiste, c'est la résultante d'une identification parfaite entre le sujet et l'objet. L'objet étant conçu comme pouvant être un autre sujet ou n'importe quel objet matériel ou autre. Voilà. Les trois petites remarques que je voulais faire. Il y a un sociologue italien, Vincenzo Scusa, je ne sais pas si tu connais, mais qui a écrit un texte sur la technomagie, qui montre l'irrationnel de faire une file d'attente pendant une nuit pour avoir le dernier iPhone. Pour les sacs communistes. Ce qu'on oublie quand on dit ça, c'est qu'il y a l'iPhone, justement, l'iPhone, c'est un très bon exemple. Et bien que vous parliez de beauté, d'émerveillement, il y a un épuisement de ces choses-là aussi. Oui. L'objet ne reste pas magique et émerveillant pendant des siècles, hein, une semaine peut-être. Après, il devient un objet. Donc, oui, je pense que l'émerveillement reste là, mais je pense pas qu'aujourd'hui, on va faire la queue très longtemps pour l'iPhone. Je sais pas, on est rendu combien, la 16? Parce que l'effet s'est complètement émoussé. Donc, ça ne dure pas très très longtemps. Mais les gens restent hypnotisés. Oui, mais il y a un tape à l'œil. Et ce que vous disiez, basse compétence, haute technologie, on le voit au plan institutionnel. Parfois, une conférence où il n'y a aucun message, on fait un grand tape à l'œil technologique sans contenu. Et souvent, maintenant, le contenu réside là où il n'y a pas la technologie. Au sens, Ça, on est d'accord. Hein? C'est l'idée de la bibliothèque de McGill. Qu'est-ce qu'on amène de la technologie avant de penser qu'est-ce qu'on veut pédagogiquement? On est d'accord. Ça, je suis d'accord. C'est l'objet brillant, là, le shining object. Tout à fait. Et l'autre problème, donc oui, il y a l'objet brillant, acheter la dernière chose. Et encore une fois, pour moi, en réalité, le problème n'est pas tellement la technologie. C'est-à-dire, il n'y a pas la technologie, il y a des technologies plurielles. Et en fait, moi, ce qui me gêne, c'est une concentration sur une technologie. C'est-à-dire que finalement, on a l'impression qu'on ne peut s'émerveiller que devant l'iPhone ou ChatGPT aujourd'hui, alors que on peut s'émerveiller devant plein d'autres technologies. Hein, plein. Donc voilà, ça serait un peu pour moi, je suis pas du tout un anti-technologie, du tout, loin de là. J'ai toujours été considéré comme un techno-optimiste, plus que j'adore les technologies, j'adore démonter des trucs et les remonter. C'est qui m'énerve. Donc je ne pense pas du tout à un monde que le monde serait meilleur sans technologie, hein, loin de là. Donc ça c'est aussi pour je suis pas du tout un ludiste qui dit détruisez les machines, elles font du mal. Je pense pas qu'il y ait quelque chose comme une machine. Il y a des multiplicités et en fait ce qui me fait peur, c'est qu'on va de plus en plus vers une machine qui fait une chose, donc une technologie. Donc ça c'est ce qui me fait peur. Et juste une petite remarque par rapport à la philosophie sert à quelque chose.
Non, parce que, c'est-à-dire, oui, évidemment, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais mon idée, c'est qu'il ne faut pas les formuler comme ça, parce que sinon, on fait absorber la philosophie encore dans les paradigmes de ça sert à quelque chose. Donc, voilà, ça sert à m'améliorer, ça sert à améliorer mon être ou mes choix, ou etc. Je suis d'accord, évidemment, sinon j'en ferai pas. Mais je ne les formulerai pas comme ça parce que ça veut dire que j'ai le droit, encore une fois, j'ai le droit d'en faire seulement si j'arrive à expliquer à quoi ça sert. Et en fait, peut-être, justement, les paradigmes est anti-fonctionnel. Parce que justement, c'est pas servir, c'est pas une chose qui est... Donc voilà, ça c'est juste pour le plaisir de... Je pense qu'il y a au moins 2 questions. Oui, je vais essayer, Katrina. La première question est de Marie ici. Qui dit pourquoi dire que la philosophie est invisible? Je pense que la philosophie est essentielle et le deviendra encore plus, en particulier pour former les jeunes et moins jeunes, avoir un esprit critique, pour savoir par quoi sortir du système. Oui, donc je réagis tout de suite parce que c'était un peu le fond de ma réponse. Hein. Évidemment, encore une fois, tu exagères, me disait Vincent. Alors, ce que je veux proposer, c'est d'essayer de mettre entre parenthèses l'impératif fonctionnel. C'est-à-dire que ces réactions-là pointent vers le fait qu'en effet, ça nous semble aberrant de dire qu'une chose ne sert pas. Et en fait, je pense qu'il faudrait s'arrêter à l'instant et dire, et si ça servait à rien? Est-ce que tout doit fonctionner? Est-ce que tout doit servir à quelque chose? Même, oui, c'est utile pour faire des belles choses, former l'esprit critique, etc. Oui, d'accord. Mais en fait, je pense que ça va encore plus loin. Ça propose des paradigmes qui sont radicalement différents. Et les paradigmes radicalement différents, pourquoi je dis ça? Parce que sinon, on risque de rendre ça toujours dépendant de l'impératif fonctionnel, et alors je le répète, c'est comme quand on nous invite à dire va au cinéma, tu accrois ton capital culturel. Et en fait, non, j'y vais pas pour ça. C'est comme, encore une fois, je vais au cinéma et ça doit rendre de l'argent à mon employeur à la fin. Hein, c'est ça. Ou alors, je fais de la philosophie et ça doit rendre quelque chose à une société qui produit de la richesse. En fait, je voudrais être capable de dire, là, je suis en train de faire quelque chose qui ne rentre pas dans ces paradigmes-là. Donc, c'est pour ça que j'aime la provocation. C'est nuisible. Et c'est nuisible, et justement, je reviens à la question de la pandémie, typiquement. Hein, oui, ça aurait été nuisible d'avoir un philosophe dans un comité. Hein, ça aurait été nuisible. Mais, et c'est ça que je revendique. Mais tu ne penses pas que... Je t'attaque pas ici, mais la question de faire de la philosophie une discipline, justement, est un impératif fonctionnel. Ça fait de moi quelqu'un qui a un statut politique, un capital culturel, un capital social, un capital économique, alors que théoriquement, la philosophie, elle devrait être disséminée partout sans discipline. Je suis philosophe, ou je suis littéraire, ou je suis... Ça aussi, c'est une espèce d'impératif fonctionnel, rationnel, économique, en tout cas. Oui, je suis d'accord sur ça quand je dis je savais que tu étais un philosophe, mais je veux dire, le philosophe, ça peut être n'importe qui, et pas seulement n'importe qui, mais peut-être n'importe quoi. C'est-à-dire que ce que je revendique dans le livre, c'est que la philosophie, c'est le bug. C'est pas une personne qui a des grandes idées, finalement. Et en effet, il y a eu des bugs dans ces comités, peut-être pendant la pandémie, et tant mieux. Voilà, c'est ça mon point. Parce que peut-être c'est dans ces moments-là où on peut se poser des questions et on peut réfléchir, etc. Et les choses n'ont pas fonctionné comme on voulait parce que Zoom ne fonctionnait pas. Puis finalement, c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant. Oui, donc on a une deuxième question ici de Marie Berger qui demande quelles sont vos recommandations pour prendre distance en tant qu'individu et en tant que société des GAFAM et d'autres entreprises américaines. Oui, donc bon, enfin, évidemment, je parle de la tête, et c'est pour ça que je fais l'éloge du bug, c'est-à-dire, encore une fois, je crois aux choses qui viennent de l'extérieur plutôt qu'à nos capacités de résister, mais je dirais, pour aller plutôt dans les sens optimistes d'Olivier, je crois que il est important d'augmenter nos compétences sociales, pas seulement individuelles. Il y a un vrai enjeu de compréhension
Une compréhension qui s'est faite à partir justement du jeune âge. Donc à mon avis, typiquement, pour réfléchir au programme à l'école, qu'est-ce qu'on enseigne et comment. Et je ne pense pas qu'il faille enseigner à utiliser des choses, mais peut-être justement à démonter un vieil ordi, à se poser la question si je veux utiliser un stylo plutôt qu'un autre, une feuille plutôt qu'une autre. Bon, voilà, des littératies, des compréhensions de ce qu'est la technique, à démonter les carburateurs, justement. Donc, je crois beaucoup à, et en tout cas, bon, enfin, j'y crois parce que c'est la seule chose que je peux faire, parce que je suis prof, donc, voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Donc, je crois beaucoup à la littératie et à notre devoir social de mettre en place des littératies assez riches pour les plus jeunes, mais aussi pour nous. Et puis, probablement, l'autre piste, c'est celle du questionnement un peu systématique à chaque fois, de se dire qu'est-ce que je veux faire, pourquoi, est-ce que j'ai besoin de ça, est-ce que je veux ça, est-ce que vraiment est-ce que je veux utiliser Google Maps cette fois ou pas cette fois. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de vouloir donner un autre paradigme que tout le monde doit suivre. C'est plutôt le fait de dire, peut-être utilisez, vous avez l'iPhone, utilisez-le, et peut-être des fois, posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui je veux aller chez moi sans utiliser Google Maps et je veux me perdre. Voilà. Ça, selon moi, c'est ces micro-pratiques-là qui peuvent donner lieu à l'émergence de pensées autres et peut-être aussi forme de résistance. Moi, je vais vous parler d'un truc qui me beaucoup dans la tête. Une petite anecdote, quand ChatGPT est apparu, au moment où j'étais à une conférence, et les gens du Conseil supérieur d'éducation m'ont demandé quelles sont vos suggestions sur comment on devrait agir. Et ma réponse, c'est qu'on ne devra pas agir, il faut... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va arriver. Et en fait, c'est ma réponse à cette question, c'est que je pense qu'on rentre dans un monde, tu parles où la complexité est immense, la capacité de trouver des solutions simples à des questions complexes n'existe pas. Et je pense que ma réponse à la question, ça serait qu'il faut faire preuve d'humilité, dans le sens que si on choisit un camp ou l'autre tout de suite et on se campe dans ce camp, on ne comprend pas qu'on est dans un monde où les complexités font que parfois des antinomies coexistent. On peut avoir, je ne dis pas que c'est le cas, mais on peut avoir des GAFA qui veulent nous exploiter. Et ces mêmes plateformes des GAFA qui nous permettent d'avoir un monde plus riche. Ces choses-là sont peut-être coexistantes. Tu as beaucoup parlé de la pandémie. Je pense qu'on a tous eu des copains, des amis qui ont eu tendance pendant la pandémie étrangement à glisser un peu vers les théories du complot. Je pense qu'on a tous eu ça. Je parlais à un grand ami à moi qui était un peu dans ce. Je lui dis, écoute, on peut avoir des vrais vaccins qui fonctionnent et des compagnies pharmaceutiques qui veulent nous. Ces trois choses-là peuvent coexister. Et je pense qu'il faut accepter qu'il y a des coexistences complexes et que c'est pas toujours, justement, c'est un peu d'ailleurs la pensée dont tu parles, cette pensée cassée, là, c'est de voir que les tensions sont là, donc je pense qu'il faut faire preuve d'un peu d'humilité, se dire, OK, je dois regarder les choses avec un petit peu plus de patience, d'objectivité. Et de ne pas me camper trop vite dans un cas ou l'autre. Et je vous donnerai un dernier exemple. Pour moi, le meilleur exemple de ça, c'est les OGM. Donc, on a traité ça comme le Frankenfood, si vous vous rappelez bien, que c'était la fin de l'humanité, n'est-ce pas? Et il n'y a aucune étude qui a montré que ça affecte la santé. Alors, à la première vue, ça semble extraordinairement dangereux et négatif. Ça a eu des effets aussi très... Là, je parle pas des pressions économiques que Monsanto a pu forcer sur certains pays, mais il y a eu des effets positifs sur comment résister à des maladies, etc. Je pense qu'il faut faire preuve de patience. Et aujourd'hui, OGM est un truc économique qui sert à nous faire dépenser plus d'argent. Sans OGM, ça veut dire que ça va vous coûter 30% plus cher. C'est ça que ça veut dire. Et ça n'a aucun impact sur la santé. Donc, c'est campé trop rapidement. Donc, moi, je vous dirais, il faut prendre le temps, comme Jean Marcello dit, il faut qu'il y ait plusieurs pensées qui coexistent en même temps. Avoir l'humilité d'attendre avant de vraiment prendre une position. Donc, par exemple, moi, je ne suis pas du tout d'accord, ça va vraiment répondre à ce que tu dis, là. Je ne suis pas du tout d'accord à l'interdiction des téléphones dans les écoles. Je pense que c'est une solution facile à un problème complexe.
qui dépasse de beaucoup le fait que c'est une technologie. Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans les écoles, il y a un ennui, etc. Quand vous êtes dans une salle de classe et les étudiants sont intéressés, ils ne regardent pas leur téléphone. Donc, il y a un problème dans nos écoles qu'on cache en disant plus de téléphone. Le problème, pour revenir à ce que tu disais, je pense qu'il est beaucoup plus profond que la technologie. Voilà. Je vais m'autoriser à revenir sur la question de René Verger, que je salue. Je trouve que le droit, parce que le littératie, c'est évidemment une approche, mais le droit a aussi un rôle à jouer, en fait. Et puis, contre les GAFAM, il y a le droit de la concurrence, qui marche très mal, qu'on a un peu amélioré en 2022, mais avec des sanctions de... Avant, c'était quelques dizaines de millions de dollars, maintenant, c'est peut-être une centaine au Canada. Mais moi, je suis très sensible à, le chantre de l'open access, de l'open source, individuellement aussi, de dire, moi, je ne choisis pas Zoom, mais un autre outil. Donc, individuellement, je pense qu'il y a aussi une réponse. Je tente une réponse utilitariste à la question de revenu. Mais je pense qu'individuellement, on a un regard. Puis, j'aimerais finir avec une vraie question, moi, que je me pose vraiment, parce que du luddisme à l'IA, est-ce que l'IA change la donne? Est-ce qu'on est face à une nouvelle situation par rapport à de nouveaux risques ou à ce besoin encore plus grand du bug que tu revendiques? Alors, justement, j'en parle pas dans mon livre et maintenant je suis en train d'écrire un autre livre qui parle d'IA parce que je trouve que c'est une question assez complexe. Ma réponse serait non. L'IA, ou mieux, c'est qu'aujourd'hui on entend par IA, c'est-à-dire une série de modèles produits avec des algorithmes inductifs qui permettent la génération de textes ou d'images, voilà, ou de IA. Selon moi, ne change pas la donne, mais les conditions économiques d'émergence de ces plateformes et de ces applications confirment et peut-être aggravent la situation que j'analyse. C'est-à-dire, pour moi, le problème n'est pas seulement qu'il y a un algorithme qui produit du texte. C'est génial, il y a plein de considérations à faire là-dessus. À mon avis, c'est pas un changement de nature. Mais le problème est que ces algorithmes appartiennent à 2-3 sociétés, que leur fonctionnement est très opaque et naturalisé, c'est-à-dire c'est normal, et puis on confronte les usages tous vers peu d'applications qui sont dans les mains de peu des gens. Donc ça, ce sont les choses, à mon avis, sur lesquelles il faut être les plus sensibles. C'est quoi l'IA? Est-ce qu'il y a des approches? Est-ce qu'il y a des approches? Les approches pourraient être multiples. Est-ce que les financements pourraient être diversifiés et pas tous investir dans le même algorithme? Et est-ce que les usages vont tous se concentrer sur 2 ou 3 applications? Ce qui est en train d'arriver, hélas, typiquement, ce qui est en train d'arriver dans les mondes du développement logiciel. C'est-à-dire, le monde du développement logiciel consiste de plus en plus dans des informaticiens qui sont payés pour faire des calls à des API. Et c'est tout. C'est-à-dire, les logiciels, aujourd'hui, on envoie des prompts pour faire des choses qu'on pourrait faire avec des systèmes experts. C'est ça qui est complètement délirant. Et pourquoi? Parce que les entreprises se disent oui, mais ça me coûte plus cher de payer un informaticien qui fasse un système expert, par exemple, qui me dit justement combien fait 5 plus 5. Ben, ça me coûte plus cher plutôt que de dire au même informaticien, tu me fais un prompt, tu payes l'API de OpenAI, et en fait, tu as la réponse. Sauf que, en fait, pour faire 5 plus 5, tu as brûlé l'Amazonie parce que, en fait, c'est super coûteux. Et puis, en fait, tu n'es même pas sûr de la réponse parce que l'algorithme est un algorithme inductif et par définition, il ne sait pas ce que c'est 5 plus 5. Et donc, en fait, à mon avis, les problèmes, ce sont des problèmes d'usage et des concentrations de pouvoir plus que des natures de la technologie en tant que telle. Voilà, ça, c'est ma réponse. Mais c'est long, hein. Je voudrais juste préciser pour tout le monde qu'un prompt, c'est une requête informatique. Écoutez, il est 6h01. On a l'habitude de commencer à l'heure et de finir à l'heure. Marcello, Olivier, sincèrement. Merci beaucoup. On est ravis de partager votre savoir et notamment à des disciplines comme la nôtre, un petit peu distantes, mais assurément, c'est tout à fait pertinent. Merci beaucoup aux personnes dans la salle, aux 2 salles. Merci.